cher Jean-Dominique Sénard, en présidant cette 12e édition du Préacteur de l'économie La Tribune, vous nous faites un grand honneur. Ce que vous avez entrepris aux commandes de Michelin incarne en effet particulièrement bien l'ensemble des principes qui fondent cette manifestation. J'y reviendrai plus tard dans la soirée. Tout à l'heure, j'évoquais la raison d'être des entrepreneurs. Dans une tribune que nous publions dans le prochain numéro d'Acteurs de l'économie, vous en livrez une belle interprétation. Elle est le bienfait futur, le bienfait supérieur que tout entrepreneur doit embrasser. Ceci afin que ses engagements, ses combats, ses risques, plus encore, je vous cite, ces renoncements parfois sacrificiels, cultivent ce fameux sens individuel intérieur, mais aussi partagé, diffusé. Oui, l'entrepreneur doit se sentir porteur de quelque chose qui le dépasse. J'ajouterais qu'il doit se savoir reconnu de porter quelque chose qui le dépasse. Votre présence ce soir est une lumineuse contribution à cette reconnaissance que nous adressons à nos 8 lauréats. Voilà, je passe la main à notre fidèle compagnon de route, Claude Coste-Charrer, qui va vous expliquer le conducteur de la soirée que conclura par une synthèse sans filet et que je sais par avance riche d'enseignements, le directeur général de M Lyon, Bernard Beltante. Excellente soirée à tous. Alors c'est toujours une aventure humaine, c'est toujours un bonheur d'entendre les introductions extraordinaires. Vous pouvez l'applaudir encore, faites par Denis qui donne une âme à des mots parfois relativement complexes. Alors, cher Jean-Dominique Sénard, je vais vous demander de nous rejoindre tout de suite. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif des choses. Je vais vous demander de prendre ce micro. Voilà. Ce micro qui vous sera dédié. Bonsoir. Je vous en prie. Je viens de là. Voilà. Vous savez, on a des petits points de repère. Oui. Grand merci d'être avec nous, parce que ce qui donne aussi une température particulière à chacune de ces remises de prix, c'est aussi la chance que nous avons de recevoir quelqu'un qui regarde les choses de manière très éclairée. Alors, j'en suis persuadé, si, ne soyez pas trop modeste. Ne donnez pas trop de compliments de cette nature, vous savez, parce que je crois que je ne les mérite pas vraiment. Et en plus, parler d'honneur tout à l'heure, c'est pour moi l'honneur d'être là ce soir, je vous le dis franchement. Je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Je suis impressionné d'abord de cette salle extraordinairement belle et remplie à ce que je peux en percevoir. Je pense que la soirée le mérite pour les prix que vous allez accorder. C'est vraiment extraordinaire ce soir. Merci. Mais c'est aussi un honneur pour nous, vraiment très très honnêtement. Je vous en prie. Alors, avant de passer à cette séquence de remise de prix, je souhaiterais échanger sur un travail que vous venez de conduire avec Nicole Notat, je crois, qui a fait d'ailleurs un travail très très intéressant avec son entreprise sur cette réflexion sur des indicateurs qui ne sont pas les indicateurs tout à fait naturels de l'entreprise, ce qui donc finalement pose la question du sens, et les propos de Denis est tout à fait intéressant. L'entreprise, c'est pas simplement une structure, c'est pas simplement un capital, et vous avez été mandaté par plusieurs gouvernements, par plusieurs ministères. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est sur la notion de transversalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement le ministère de l'économie, il y avait celui de la transition, etc., qui vous ont commandé ce rapport. Absolument. Ça veut donc dire, et ce sera ma première question pour le néophyte que je suis, c'est qu'il est important de poser aujourd'hui la question de la place de l'entreprise. Écoutez, en effet, je crois que le moment était tout à fait opportun, pour bien des raisons. D'abord parce que depuis longtemps, j'estime que le sujet de l'entreprise n'est pas forcément vu sous l'angle adéquat par à la fois nos compatriotes et puis par l'ambiance générale qui entoure notre vie politique, économique et sociale. Ça fait maintenant plusieurs années que j'indique qu'il faut absolument comprendre que l'entreprise est en fait au cœur de la vie politique, sociale d'un pays. Et ma foi, depuis quelques années, il me semble que ce propos commence à prendre un peu de relief, ce qui me fait plaisir. Et au fond, si j'ai accepté de travailler avec Nicole Notat sur ce sujet à la demande du gouvernement, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'il me semblait que la France en particulier avait besoin de faire le point sur cette situation, parce qu'on entendait à la fois tout et son contraire, et la confusion autour de la notion d'entreprise commençait, de mon point de vue, à prendre un tour qui n'était pas forcément le meilleur,
au point que si on observe bien ce qui se passe autour de nous, des confusions pouvaient se faire sur, au fond, quel est le rôle de l'entreprise effectivement aujourd'hui dans notre société, et est-ce que ce rôle est non seulement assumé, mais encouragé. Et honnêtement, quand je vois ce qui se déroule sur notre scène politique et sociale en général, je trouve que nous voyons se développer des mouvements assez radicaux qui prospèrent aujourd'hui sur une forme d'accusation de l'entreprise. Et je ne parle pas du bien-être que peuvent ressentir tout un chacun dans sa propre entreprise, qui est une chose qui est bien particulière, mais je parle de la forme de méfiance qui prospère autour du soupçon du rôle de l'entreprise avec un grand E dans le monde actuel. Et je vous assure que c'est un sujet majeur. Parce que si cette confusion continue, si ce soupçon perdure, alors, je vous le dis très simplement, nous nous préparons à un avenir un peu compliqué, pour ne pas dire un petit enfer assez acceptable, parce qu'à ce moment-là, les mouvements populistes qui prospèrent contre ce libéralisme, qui est en fait le fondement de l'économie moderne, eh bien, à ce moment-là, risqueraient de perturber sérieusement notre avenir à tous. Alors, voyez-vous que je prends un peu de recul en disant tout cela, mais c'est fondamentalement ça qui m'a décidé à agir. Oui, il y a nécessité à changer le regard que l'on porte effectivement sur le monde de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le titre du document sur lequel vous avez travaillé s'appelle « Entreprise et intérêt général ». Oui. Mais j'ai vu en lisant rapidement le rapport, c'est que vous préférez vous parler d'intérêt collectif et non pas aussi de bien commun. Comme les mots ont un sens, ça me semble intéressant que vous définissiez un petit peu. Mais dans ce rapport, si vous avez la curiosité les uns et les autres de le lire, et je vous promets, il n'est pas trop long, on a tout fait pour qu'il ne le soit pas. Tous les mots sont ciselés, pesés et analysés. Je peux vous dire que je n'ai rarement, dans ma vie, passé autant de temps à travailler sur les mots et leur signification, parce que je sais qu'ils pèsent lourd et qu'ils peuvent être, s'ils sont mal interprétés, terriblement dévoyés. Alors en effet, on parle d'intérêt collectif, parce qu'il nous a semblé avec Nicole que c'était le meilleur moyen de définir une entreprise aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas si simple de définir une entreprise. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas à l'entreprise de s'occuper a priori de l'intérêt général. Il y a eu des tas de définitions formidables de fait sur l'intérêt général. Les plus récentes émanent du Conseil d'État et honnêtement, elles sont remarquables. Je vous conseille là aussi de les lire. Mais au fond, c'est au fond dans une société démocratique, dans un régime politique démocratique, c'est à l'État de s'occuper de l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que nous procédons à des élections politiques qui portent sur tous ces sujets. Je ne vais pas plus loin là-dessus, vous savez tout ça. L'entreprise a un rôle plus singulier. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'entreprise ne joue pas un rôle uniquement pour le bénéfice de ses associés. Ce que nous avons voulu dire, c'est qu'au fond, au lieu de dire l'entreprise n'appartient à personne, elle appartient en fait à un certain nombre d'acteurs dont les associés sont évidemment essentiels, mais dont les salariés sont une autre composante tout aussi essentielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous parlons de partie constituante quand on parle des deux acteurs dont je viens de parler. Et puis, il y a tous les autres. Il y a tous les autres parce que tous ceux qui sont chefs d'entreprise dans cette salle le savent, nous ne vivons pas seuls. Et nous avons autour de nous tout ce que l'on appelle en général les parties prenantes, qui est une notion juridique extrêmement vague, mais qui dépend de chaque entreprise. Chaque entreprise a sa propre, je dirais, cohorte de parties prenantes. Et ce sont cet ensemble de parties-là, à la fois les constituantes et les prenantes, qui font l'environnement collectif de l'entreprise. Et de sorte que lorsqu'une entreprise agit, elle agit pour ce cercle-là, qui n'est pas forcément le même cercle pour une autre entreprise. Mais c'est donc un ensemble collectif qui la caractérise. Et voilà pourquoi, avec Nicole, nous avons voulu en rester là, parce que si nous débordions ce sujet-là, on donnait peut-être le risque d'une interprétation tout à fait excessive
du propos que nous voulions tenir. C'est important, me semble-t-il, de faire ce travail-là, parce que c'est vrai que dans les lieux communs, dans ce que l'on peut entendre, la vision un petit peu de financiarisation d'un modèle économique laisse à penser finalement que l'entreprise peut d'abord peut-être avoir le sens de son intérêt. Mais vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait dire les choses. Je sais que ce rapport n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais au moins, j'ai pu y mettre toutes mes convictions et je les ai tellement partagées avec Nicole Notat que je me sens très, très sûr de cela. Vous comprenez, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit en introduction, sur les risques que nous courons tous aujourd'hui, et après tout, honnêtement, l'image de l'Europe aujourd'hui n'est pas exactement celle dont on rêvait il y a 10 ans, 15 ans. Il faut s'interroger, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons tous ces mouvements que l'on voit en Europe de l'Est, qu'on voit en Autriche, en Allemagne, en Italie maintenant, peut-être en Espagne bientôt, et la France? Nous sommes passés à côté de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave. Est-ce fini? J'en sais rien. Ce que je dis simplement, c'est que si nous faites le lien avec ça, c'est la dérive du capitalisme qui est en fait à la source de nos problèmes. Ce n'est pas le capitalisme en soi, c'est sa dérive. Vous faites ici mention de la crise financière. Elle a été extraordinairement révélatrice de cette dérive. Et voyez-vous, je ne suis pas encore satisfait, loin de là, des réponses qu'on a pu donner à cette crise. Car en réalité, aujourd'hui, on en a parlé, on a dit qu'il fallait corriger un certain nombre de choses, mais fondamentalement, on n'a pas changé grand-chose. Voyez-vous qu'aujourd'hui, quand on parle d'un actionnaire, mais enfin, de qui parle-t-on? Parle-t-on d'un actionnaire d'une famille qui détient une société depuis 50 ans et qui entend l'entretenir pendant encore 50 ans? Ou parle-t-on de cet actionnaire qui a été actionnaire pendant 10 secondes? Qui ne le sait même pas d'ailleurs peut-être. La détention moyenne des actions dans le monde est quelque chose de quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a un vrai problème là. Cette dérive est la source de beaucoup de maux. Alors quand on rajoute en plus qu'on n'a pas été capable de réglementer correctement au niveau mondial toutes les dérives financières, et je m'excuse s'il y a des banquiers dans la salle, je n'ai rien contre, mais enfin tout de même, si vous voulez, il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent qu'il faut que le court-termisme est en fait aujourd'hui un peu la loi du genre et qu'il faut sacrément du courage pour tenir sur le long terme. J'ai eu, à titre personnel, comme chef d'entreprise, plusieurs épreuves de cette nature. Et je vous assure qu'il faut être solide pour tenir le cap quand on a des pressions comme on peut en avoir. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus supportable. Et ces pressions-là, parfois, entraînent des nouvelles dérives qui mettent en accusation le libéralisme, qui est pourtant la source du bien économique. Voilà ce que je veux dire. Il faut donc changer cela. Il faut que des voix s'élèvent. Il faut que vous n'aidiez à porter ce genre de message, parce que je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Il y va d'un enjeu majeur pour notre pays, et peut-être même un peu plus que pour notre pays. Voilà. Merci. Alors, j'ai encore une ou deux questions. Alors, projetons-nous. Finalement, peut-être que les ruptures que nous sommes en train de vivre, ce que l'on appelle plus généralement les disruptions de ce 21e siècle, peuvent nous amener sur le champ que vous évoquez, mais sur d'autres aussi, à nous interroger sur ce que peut être demain la mission de l'entreprise. Et face à toutes ces grandes évolutions, on parle d'intelligence artificielle, on parle de mouvements de fond, comment concevez-vous l'entreprise des prochaines années? Comment la voyez-vous? Alors écoutez, si je savais tout, si je voyais tout, ce serait formidable. Je partage le doute que beaucoup de personnes dans cette salle ressentent, probablement comme moi. Nous vivons une époque où, honnêtement, pouvoir dire comment nous allons vivre dans 5 ans devient un exercice compliqué. Ça l'était déjà avant, mais alors maintenant, franchement, c'est compliqué. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire que nous vivons, vous le savez très bien, une période de mutation absolument phénoménale, notamment dans les emplois, et toutes les entreprises le savent. Nous sommes face à une évolution très rapide du sujet. Et donc, du coup, sur les chefs d'entreprise et sur les entreprises elles-mêmes repose une responsabilité parfaitement importante aujourd'hui, qui est celle de l'anticipation de ce phénomène. Et on aurait le temps, si on pouvait parler de la question de la nécessité de formation, de la nécessité d'avoir le courage d'anticiper, c'est-à-dire de dire les choses, d'avouer qu'effectivement, un certain nombre d'emplois vont disparaître,
que certains seront remplacés, mais on ne sait pas encore très bien combien. Il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que cela ne se fera peut-être pas forcément exactement en même temps, et qu'entre-temps, il risque d'y avoir un sujet social majeur à gérer, qui est celui, justement, de la période intérimaire, pendant laquelle un certain nombre de gens vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la digitalisation, et ils n'en auront pas retrouvé encore un autre. Et là, je vous le dis, si nous ne prenons pas garde à anticiper le sujet, maintenant, je vous garantis que dans quelques années, à peine 2, 3, 4 ans, on viendra reprocher aux chefs d'entreprise de ne pas avoir traité le sujet. Vous pouvez être tranquille. Et si on veut alimenter les dérives dont je vous parlais tout à l'heure, oui, eh bien, on n'a qu'à continuer. Il n'y a rien de tel. Je suis certain, ça repose sur nos épaules maintenant, et donc il faut le faire. Alors l'entreprise, dans quelques années, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut jamais, jamais prendre en main cette révolution digitale et numérique sans intégrer l'humain. Je veux dire, on ne digitalise pas une entreprise pour le principe de la digitaliser. On le fait pour survivre, d'accord. Mais on le fait en réalité par les personnes et pour les personnes. Et je peux vous dire que dans le groupe Michelin, je veille tous les jours à ce que ces évolutions que nous voyons arriver dans nos services, dans nos usines, et Dieu sait si ça bouge, chaque fois, soient totalement maîtrisées par les personnes elles-mêmes. Parce que si je peux donner juste un exemple, j'exige maintenant que ce soit dans nos usines, les personnes de l'usine, les agents de production, qui nous disent elles-mêmes comment une machine doit lui parler et non pas l'inverse. Croyez-moi, ça fait une sacrée différence. C'est révolution. Alors, vous évoquez, ce sera juste ma dernière question. Et en fait, ça relaie une question qui nous a été posée. Vous dites que vous avez déclaré un jour que la raison d'être d'une entreprise, c'est son étoile polaire. Oui, j'aime bien. Oui. Oui. Alors, quelle est l'étoile polaire? Vous savez, ce qui me réjouit profondément, c'est que ce mot, qui est pourtant simple et un peu de bon sens, c'est un mot qu'on prononçait peu en France il y a quelque temps. Alors, une des choses qui me réjouit le plus, après avoir publié ce rapport, c'est que beaucoup de monde parle de la raison d'être. Enfin, c'est un joli mot. C'est un joli mot qui parle à tout le monde. Je ne sais pas quel chef d'entreprise dans cette salle pourrait se lever et me dire « Mon entreprise n'a pas de raison d'être ». C'est compliqué quand même à dire. Évidemment qu'elle en a une. Mais la question, c'est de le formaliser et de le faire partager. Oui, bon, la raison d'être de Michelin, c'est très simple. Elle se résume en une phrase, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Mais vous voyez bien que derrière ça, il n'y a pas que la mobilité durable, qui est l'aspect stratégique du sujet. Il y a le côté humain qui est évident. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est précisément tout faire pour que les femmes et les hommes de Michelin trouvent le moyen d'un épanouissement professionnel dans leur vie. Je dis qu'il faut essayer, je dis que ce n'est pas évident, mais si on ne le fait pas, on est contre sa raison d'être. Et vous savez, les gens vous le diront très vite. Voilà ce que c'est. Toute entreprise a une raison d'être. Et je vous assure, le rapport dit Nota Sena ne fait qu'encourager tout ce que nous sommes ici à faire que cette raison d'être devienne le vrai ciment de l'engagement de nos équipes. Et croyez-moi, quand je le vois chez Michelin, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité profonde. Une phrase, me direz-vous, elle unit 115 000 personnes dans le monde parce que les 115 000 la connaissent et savent pourquoi le matin ils se lèvent pour aller travailler chez Michelin. Je vous assure, c'est trop important. Il faut le faire. Et puis, si ce rapport peut aider à insuffler cet esprit de la raison d'être, eh bien, on apportera notre petit caillou à la résolution du problème dont nous parlons depuis le début de cet entretien, cher monsieur. Voilà. Merci. Merci de partager vos convictions. Là, c'est vraiment... Merci. Alors, de les partager avec le public, mais aussi plus particulièrement de les partager avec les 7 personnes qui vont recevoir ces prix tout à l'heure. Je vous invite, Sergent Dominique, à vous installer à cette place et je vous propose de passer maintenant, effectivement, à la remise des 7 prix que nous allons décerner. Et je vous propose tout de suite de partir sur le premier prix, Révolutionner. Voilà, je vous demande d'accueillir tout de suite. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu la règle du jeu, mais en fait, vous savez, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, en fait, je vais vous demander d'accueillir Jean-Christophe Tortora. Monsieur, merci de venir nous rejoindre, cher Jean-Christophe. Je rappelle que vous êtes président de la Tribune.
Voilà. Installez-vous. Alors, voilà, je vous passe un micro, cher Jean-Christophe. Alors, je vais vous expliquer comment va se passer la soirée. En fait, sur chacun des prix, nous allons recueillir une question qui va être posée par la personne qui remet le prix. Cette question, je le précise, s'adresse à Jean-Dominique Sénard. Alors, la plupart d'entre elles ont été enregistrées, mais il nous semblait logique que vous nous la posiez en direct. Donc, si vous aviez une question à poser à Jean-Dominique Sénard, autour peut-être de ce concept de révolutionner, quelle serait-elle ? Bien, merci en tous les cas. Je crois que c'était passionnant. On vous a accueilli il y a quelques semaines à la tribune pour une longue matinée. Et je suis ravi de venir ici à Lyon vous écouter. Moi, j'ai une question. Le gouvernement vous a sollicité sur une question de la place de l'entreprise dans la société française. Vous avez vécu comme moi un week-end compliqué pour le G7. Alors, imaginons que si vous aviez reçu un petit coup de téléphone durant le week-end de M. Trump, de Mme Merkel, de M. Macron, de M. Trudeau et tous les autres, vous dire « Jean-Dominique, on a besoin de vous dans ce durcissement aujourd'hui de l'organisation du commerce mondial, quelle doit être la bonne conduite d'une entreprise dans la mondialisation ?» Donc ma question, c'est plutôt aujourd'hui la place de l'entreprise dans la mondialisation, à la fois dans sa bonne conduite. Je m'explique, ça veut dire à la fois bien sûr la nécessité de se développer partout dans le monde, comme vous l'avez fait au travers de Michelin, et à la fois de respecter les populations dans les différentes nations et pays. Et on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités, de régimes politiques qui se radicalisent. Donc voilà ma question. C'est la place de l'entreprise dans la mondialisation. On va peut-être passer toute la soirée sur cette Absolument. question. Comme je vous connais un peu, Jean-Christophe, je vais tout de suite vous inviter à rejoindre le public pour que vous ne posiez pas d'autres questions. Alors, cher Jean-Dominique, quelques minutes pour répondre. Voilà. Ça commence fort. C'est tout simple. Voilà. Merci de la question. Voilà. Bon, écoutez, d'abord, j'ai pas reçu de coup de fil, si ça peut vous rassurer, ce qui m'a permis d'éviter une réponse peut-être un peu sommaire. Parce qu'il y a tellement de choses dans votre question. Si je voulais faire un peu le tri, d'abord, pour la question de la géopolitique mondiale aujourd'hui, à travers les guerres commerciales ou de territoire, est devenue suffisamment intense pour que, comme on dit au Quai d'Orsay, on soit sérieusement préoccupé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parce qu'en fait... en effet, on parle de disruption, mais c'est bien réel. Les concepts que l'on pouvait avoir il y a quelques années, qui étaient plutôt simples en termes d'alliance générale, et ça valait pour les entreprises comme pour le reste, sont en train d'être totalement bouleversés. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que vous le connaissez aussi bien que moi. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, sur l'entreprise, et peut-être sur l'Europe, si ça ne vous ennuie pas. Sur l'entreprise... elle aurait tendance, dans un premier temps, à subir les événements. Michelin a sa propre diplomatie, évidemment. Je rencontre dans tous les pays du monde les dirigeants de ces pays-là. Je n'en tire aucune gloire, c'est absolument indispensable. Le rapport que nous devons avoir avec les autorités politiques dans toutes les régions du monde est juste essentiel. Mais nous subissons où nous acceptons la diplomatie des États, et notamment celle des États dans lesquels nous avons notre siège. Et par conséquent, lorsqu'il est question d'embargo, lorsqu'il est question de taxes aux frontières, lorsqu'il est question que nous appliquons la loi. Même si de temps en temps, ça génère quelques frustrations. Mais enfin, c'est comme ça. Parce que la première des choses à faire, sinon on dérive complètement, c'est d'appliquer les lois des pays dans lesquels nous sommes. Mais la nuance, c'est qu'une entreprise, et je ne parle pas que de Michelin, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire et qui le font mieux et parfois aussi bien que nous, l'entreprise doit être capable de transférer dans tous les pays du monde le même standard de relation à ses collaborateurs qu'il a dans son pays d'origine. Ça paraît évident, mais ça fait des sacrées différences. Ça fait la différence que lorsque nous sommes en Chine, dans le nord de la Chine, dans nos grandes usines, les opérateurs chinois peuvent faire la différence entre Michelin et une autre entreprise. Et d'ailleurs,
on le mesure assez facilement par leur, je dirais, leur stabilité. Mais c'est la même chose en Hongrie, c'est la même chose aux États-Unis, en Amérique latine, au Mexique. Et là, ce n'est pas toujours facile à faire, parce que ça veut dire que de temps en temps, il faut forcer des lois locales. Et on crée parfois de la perturbation. Mais en revanche, l'objectif, c'est ça, maintenir le même standard. Là, vous commencez à créer une cohésion formidable, qui fait que pour toutes les populations qui sont dans le groupe Michelin aujourd'hui, la géopolitique a bien sûr son importance, mais elle est complètement dépassée lorsqu'ils passent le seuil de l'entreprise. J'espère que je me fais comprendre. C'est simple à dire, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être humble dans ce domaine-là, parce que rien n'est parfait. Et puis la complexité des lois, que ce soit sociales, fiscales et autres, embrouille parfois ce message. Mais il faut tenir le cap. Voilà comment on peut répondre. C'est la façon la plus simple que j'ai à vous répondre aujourd'hui. Et comme vous le voyez naturellement, la dimension de la relation humaine est la clé. Maintenant, si vous voulez bien, peut-être un mot sur l'Europe. Sur le volet européen, rapidement, oui. Parce que si j'avais reçu ce coup de fil de la part des chefs d'État européens, je leur aurais dit, écoutez, maintenant, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je partage avec vous, très simplement, pour la première fois de ma vie, je ressens une forme de viscérale de contrainte et d'impuissance. C'est drôle, je le disais à mes amis, à mon épouse encore l'autre jour, depuis 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas pourquoi, je ressens au fond de moi-même une forme de révolte qui me fait penser que nous ne sommes pas à la hauteur en Europe aujourd'hui et que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que si nous continuons à présenter de telles désunions sur pratiquement tous les plans, nous allons finir broyés. Et le mot est peut-être excessif, mais je me comprends très bien. Entre deux autres mondes, dont l'objectif est assez clair, consistant à ce que l'Europe soit le plus faible possible, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, y imposer la loi. Et je ne vais peut-être pas citer trop de pays, mais enfin, vous les connaissez. Mais nous vivons aujourd'hui dans une situation où l'extraterritorialité de la justice d'un très grand pays de ce monde fait qu'on se demande parfois par qui nous sommes gouvernés. Nous vivons dans un monde où la puissance du capitalisme d'État, d'autres puissances dans ce monde, n'ont aucun scrupule particulier à venir en Europe et imposer leurs propres règles et leurs propres lois. Où va-t-on si on continue comme ça ? Je vous le demande. Là aussi, au même titre que je le disais pour l'entreprise, il va falloir se ressaisir. C'est le rôle des politiques, mais c'est aussi notre rôle. Parce que si nous le disons assez fort, on va finir par nous entendre. Et vous voyez-vous, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'une autre raison pour laquelle j'étais content de ce rapport, c'est que, à sa modeste mesure, il apporte à l'Europe une forme d'exemple de ce que devrait être et pourrait être l'entreprise européenne. Quand on défend à travers ce rapport le libéralisme apaisé, humain, solidaire, intelligent, quand on défend des idées évidentes autour de la notion de responsabilité sociale d'entreprise, lorsque l'on fait évoluer le droit français, ce qui a parfois crispé quelques esprits, pour le faire que ce droit soit enfin reconnu en Europe comme étant non seulement exemplaire, mais en plus protecteur de l'entreprise. Quand on fait tout ça, j'estime qu'on apporte une petite pierre à ce que j'appelle aujourd'hui la absolue nécessité de refaire l'Europe. Et vous allez me dire, Jean-Dominique, vous rêvez? J'en suis pas si sûr. Si on ne le fait pas maintenant, on pourra en parler dans 10 ans, ça sera fini. Jouons notre rôle, mesdames et messieurs, en tant que chef d'entreprise, parce que, à mon avis, on a beaucoup à dire, et beaucoup à faire entendre, et on peut peut-être encore réussir notre pari. Merci. Alors, sans jeu de mots particulier, j'entends dans ce que vous dites, vous nous appelez quelque part à faire personnellement et collectivement une petite révolution, une révolution pacifique. C'est un peu ça ? Pourquoi pas ? Prenez-le comme ça. Mais en tous les cas, il faut s'engager maintenant. Hein. Voilà. Je disais ça parce que c'est effectivement
ce en quoi s'est attaché Arnaud Meunier. Arnaud Meunier, vous êtes le responsable de la Communauté Saint-Étienne. On vous accueille. Merci de vous installer. Oui, vous voyez, j'ai essayé de faire la transition parce qu'effectivement, on vous remet le prix Révolutionné. Et j'aurais 2 ou 3 questions. La Communauté Saint-Étienne, une institution qu'on connaît depuis plus de 70 ans, qui est devenue un des premiers centres d'art dramatique quand même. Et en fait, ma première question, alors elle va peut-être intéresser aussi Jean-Dominique. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous dirigez un théâtre. Est-ce qu'un théâtre, ça se dirige comme une entreprise aujourd'hui, au XXIe siècle? Bonsoir à tous. Une partie de mon quotidien, oui, j'ai une fonction de chef d'entreprise puisque les pères de la décentralisation ont pensé les centres dramatiques nationaux en forme de scope. Donc, en fait, juridiquement, je suis un PDG. Voilà. Et en même temps, je suis un PDG très particulier puisque je suis un PDG nommé par le ministre de la Culture. Donc, en général, c'est assez baroque pour les chefs d'entreprise que vous êtes de voir des chefs d'entreprise nommés par un pouvoir. Donc effectivement, la Communauté Saint-Étienne, c'est une quarantaine de salariés. L'équivalent temps plein, c'est 70 personnes. Et c'est un budget de 6,5 millions à gérer. Donc j'ai quand même effectivement une fonction de chef d'entreprise. Mais je suis avant tout un metteur en scène. C'est pour ça qu'on m'a mis à la tête de la Communauté Saint-Étienne. Et mon quotidien, c'est d'essayer d'animer la ruche. Une ruche innovante, créative, avec des artistes qui répètent, créent des spectacles à Saint-Étienne. Et ces spectacles partent ensuite en tournée partout en France, à l'étranger. Donc c'est la fierté de créer des choses sur site, d'une certaine manière, avant qu'ils partent le plus loin possible. Alors une deuxième question aussi. Vous avez créé l'École supérieure d'art dramatique. Et vous avez souhaité, je continue un petit peu le parallèle avec l'entreprise, finalement vous mettez en place ce qu'on pourrait appeler de la responsabilité sociale, puisque vous êtes très très vigilant à donner une chance à ceux qui en ont peut-être le moins, donner un peu plus à ceux qui ont le moins. Et je crois que vous aviez utilisé un terme, vous dites la couleur de la peau ne compte pas, dites-vous, ni pour Andromaque, ni pour Ruy Blas. Donc on retrouve bien le metteur en scène là. Alors, je n'ai pas créé l'école puisqu'elle a été créée en 1982. D'accord. Moi, j'ai créé ce qu'on appelle le programme d'égalité des chances. C'est-à-dire que j'ai fait le constat que les écoles supérieures d'art dramatique qui forment les comédiens professionnels, il y en a 12 maintenant en France, dont une à Saint-Étienne. C'est la voie royale pour devenir un comédien professionnel aujourd'hui. Mais ce sont des concours extrêmement sélectifs. À Saint-Étienne, on a eu 750 candidats pour 10 places. Donc c'est des concours très difficiles. Et le constat que je faisais, c'était que les candidats venaient essentiellement des mêmes milieux sociaux, qui étaient grosso modo la moyenne bourgeoisie ou les classes supérieures, mais qu'il y avait quasiment plus de candidats issus des classes populaires. Pour tout un tas de raisons, que ça sera peut-être un petit peu long d'expliquer ce soir, mais en fait, il y avait un manque là qui était assez énorme. Donc on a créé, avec l'aide de la Fondation Culture et Diversité et l'aide de la région Rhône-Alpes à l'époque, avant qu'elle soit Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme d'égalité des chances qui consiste à sélectionner des jeunes sur entretien de motivation et sur critères sociaux et de les aider à préparer les concours des écoles supérieures, donc les 12 concours. Donc ce programme a été créé en 2014, il était pionnier, maintenant il a fait des petits, donc ça c'est plutôt super. Il y a plein d'autres endroits en France qu'on a créé des programmes à peu près similaires. Et en 4 ans, nous avons eu déjà 18 admis dans des écoles supérieures, dont 3 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, qui est évidemment l'école la plus prestigieuse. Et donc, on est plutôt très heureux de cette aventure-là. Et effectivement, ça fait partie de ce que vous appelez la responsabilité sociale de l'entreprise. Puis c'est de regarder devant. Voilà. Alors ma dernière question rapidement, c'est quoi la prochaine révolution ? Alors, du coup, que peut un théâtre aujourd'hui ? Sinon, peut-être nous aider à nous sortir d'une addiction très forte à nos petites machines que nous avons dans la main comme une extension de nous-mêmes et qu'on a du mal à quitter. Donc un théâtre, c'est un lieu où on se regroupe, c'est un lieu où on rencontre des gens qui, a priori, ne sont pas forcément du même milieu que vous, et puis viennent assister à une chose unique qui est une représentation. Et puis c'est surtout un lieu pour l'imaginaire. Et je pense que le besoin qu'on a aujourd'hui, c'est le besoin d'avoir un espace pour l'imaginaire et un espace pour des récits et des nouveaux récits. C'est aussi un des enjeux d'avoir un programme d'égalité des chances. C'est que je pense que les jeunes issus des classes populaires ont d'autres histoires à raconter, d'autres récits, et qu'on peut très bien aimer le cinéma de Desplechin, mais on a besoin aussi du cinéma de Keshish. Donc la prochaine révolution, c'est d'essayer de faire un projet avec le Brésil.
et d'emmener au Brésil la nouvelle génération d'auteurs et dramatiques. Donc on emmène 4 femmes et 4 hommes, qui sont la nouvelle garde, on va dire, des auteurs de théâtre d'aujourd'hui. On les amène dans 8 villes brésiliennes. On a fait une association avec les 8 festivals de théâtre les plus importants du Brésil. Donc évidemment, Sao Paulo, Rio, Brasilia, Porto Alegre, je vous passe la liste des 8 villes. Et en échange, nous allons ramener 8 auteurs brésiliens en France. On a un partenariat avec le Théâtre National de la Colline à Paris, avec le Festival Actoral à Marseille et avec la Comédie. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer ces générations. Et là où le dispositif est un peu innovant, c'est qu'on essaie de faire un partenariat public-privé. C'est-à-dire que on sait qu'on a beaucoup d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont des intérêts stratégiques au Brésil, et qui peuvent avoir des intérêts dans telle ou telle ville en particulier. Et donc on essaie de trouver des parrains, ou des marraines d'ailleurs, qui voudront bien être partenaires de tel auteur et de telle ville. Et le projet se déroule sur 2 ans. Il commence, là on est dans la phase de recrutement. Les auteurs sont recrutés, les textes aussi. Maintenant, la partie où on va partir au Brésil, c'est 2019, et en France, on va jusqu'en 2020. Ok, merci. Une petite réaction, Jean-Dominique? Oui, parce que d'abord, je veux exprimer mon admiration pour ce que vous faites, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas banal. Et puis, j'ai énormément de sensibilité par rapport à ce que vous avez raconté, parce qu'il se trouve qu'à Clermont-Ferrand, alors très modestement, je suis vice-président de l'école d'art de Clermont. Et j'assiste à tous les conseils. Et je ne vous cache pas que je suis à chaque fois incroyablement émerveillé par ce que je vois et ce que j'entends. Pour moi, c'est une école de modestie d'abord, parce que honnêtement, les œuvres d'art qu'on me présente ne sont pas toujours a priori celles qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien. Mais au-delà de ça, parce que je pense qu'il y a quelques génies en pouce là, et vous êtes en train d'en créer des nouveaux qui arriveront, et dans 10-15 ans, des gens exceptionnels. Mais au-delà de ça, ce que vous avez dit sur la capacité des personnes qui ne sont pas forcément favorisées aujourd'hui à s'exprimer à travers l'art est beaucoup plus importante que je ne le pensais moi-même. Ça a été une surprise lorsque nous envoyons un certain nombre de professeurs de l'école d'art dans les quartiers un peu difficiles de Clermont pour faire des séances culturelles autour de, justement, de la créativité artistique. Ça donne des résultats absolument incroyables qui sont parfois beaucoup plus nourris et puissant que ce que l'on pourrait avoir de la part d'un corps naturel, si vous voulez, d'étudiants. Alors, je voulais vous dire ça parce que, bravo, parce que franchement, encore une fois, c'est pas banal. Je pense que vous avez au moins votre raison d'être, et pas de mal. Je pense. Et j'y suis très sensible parce que je vous dis, j'ai à mon modeste niveau cette petite expérience qui m'apprend beaucoup tous les jours. Je vous donne une citation de Fernand Léger, qui est un des plus grands peintres français. L'art, c'est la revanche des sensibles sur les intelligents. Voilà, je merci. pense que nous avons besoin des sensibles. Merci Arnaud, venez avec moi. J'appelle Jean-Christophe. Voilà, venez avec moi, merci. J'appelle Jean-Christophe Tortora, donc, qui va vous remettre ce premier prix, donc révolutionné. Alors, voilà, on lui donne le prix. Installez-vous devant. La photo. Voilà. Merci pour ce premier thème. On avance. Deuxième thème, si vous le voulez bien, de cette soirée, le thème mobilisé. Voilà, alors je vous propose, Jean-Dominique, d'écouter Thierry Lopez, c'est le directeur régional de la Banque Postale. Il a une question à vous poser. On va le voir en vidéo. Voilà. J'appartiens aujourd'hui à un groupe qui œuvre principalement sur le territoire français. Et je sais combien mobiliser les équipes du front office au middle office et du back office est compliqué et vraiment est consommatrice d'énergie. Et j'aimerais savoir comment vous parvenez dans plus de 170 pays à mobiliser d'un bout à l'autre de la chaîne vos collaborateurs. Mais vous l'avez déjà évoqué un petit peu tout à l'heure. Oui, finalement, mais écoutez, merci de cette question. D'abord, la première chose, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est une première nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voilà. Non. Et
Et elle est très pertinente parce que très honnêtement, c'est quand même un défi quotidien. Bon, on peut avoir des phrases toutes faites, bien faites, etc., sur l'harmonie qui règne, etc., dans un groupe international qui a une culture propre, etc. Bon, c'est vrai, on peut les avoir, donc je vais les avoir. Mais en même temps, derrière, il y a un peu de travail, voilà, un peu de méthode et un peu de confiance. Et donc, pour arriver à ça, très simplement, on essaye d'y arriver. Hein. Soyons attentifs à ne pas être trop... Tout n'est pas parfait, mais quand même, on essaye. Et pour ça, il y a un élément absolument fondamental qui est à la racine du groupe, qui est cette cohésion naturelle, justement autour de sa raison d'être. Alors, pardonnez-moi de radoter un petit peu, mais en l'occurrence, c'est quand même ça qui crée le ciment de l'engagement des équipes. Parce que vous pouvez ensuite mettre en œuvre des méthodes. Et des méthodes du service du personnel, nous les renforçons, nous les diffusons, nous les éduquons. Et au fond, la manière de faire, la manière d'être, la manière d'entretenir une relation avec ses salariés compte énormément dans ce que nous sommes en train de dire. Je pense que chaque entreprise a sa propre méthode. Il n'y a pas une panacée universelle. Et chez Michelin, on a veillé à ce que très vite, les personnes qui nous rejoignent, imaginez-vous qu'en ce moment, enfin depuis 10 ans, à peu près 20 000 personnes nous ont rejoints, que ce soit par acquisition des entreprises. Encore la semaine dernière, 4 500 personnes du groupe Fenner nous ont rejoints. Un vrai bonheur d'ailleurs de ce point de vue-là, de la façon dont ça se passe. Mais les usines que nous construisons en Inde, au Brésil, en Chine, etc., imaginez-vous que toutes ces personnes-là, quand elles arrivent, elles n'ont aucune espèce de notion d'où peut se trouver Clermont-Ferrand, voyez-vous. On ne peut pas leur en vouloir. Et quant à l'histoire de Michelin, alors là, c'est quand même un poème. Bon, et donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais leur rendre visite, et je passe le seuil de l'usine, j'ai l'impression d'être à Clermont-Ferrand. Et je veux dire, c'est absolument stupéfiant. Et donc, quelque chose s'est passé. Et ce quelque chose, c'est la raison d'être. C'est ce qui crée l'engagement des personnes et c'est la méthode que vous pouvez employer qui soit, comme je vous l'ai dit, constante pays après pays dans l'art de la relation humaine. Tout le reste, ce sont des mots, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est le cœur. Alors, pour mieux connaître la raison d'être de notre lauréat, j'appelle Roger Blanc. Roger Blanc, vous êtes président fondateur de Sommet de l'élevage. Installez-vous, je vous passe le micro. Alors, c'est un Auvergnat. Voilà, merci, cher Roger. Alors, rapidement, quelques questions. La première, lorsque j'ai lu la présentation de la fiche qui vous a permis d'avoir ce prix, j'ai regardé votre domaine d'activité et on m'avait marqué, en fait, Sommet de l'élevage, c'est de l'élevage événementiel. Je ne l'ai pas trouvé sur le répertoire des métiers. Oui, l'événementiel, c'est arrivé après. Je crois qu'il y a d'abord un constat qui est fait, un certain nombre de constats qui est fait pour arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Moi, je suis éleveur, plus tout à fait en activité, mais j'étais éleveur et producteur de lait. Premier constat, c'est qu'il y a eu à un moment donné la limitation de la production laitière. Donc, on ne pouvait plus se développer en production laitière. Deuxième constat, Massif Central, Clermont-Ferrand et Massif Central, 70% de la surface est toujours en herbe. Pour valoriser l'herbe, eh bien, ce sont les ruminants, les vaches laitières, les animaux à viande, les ovins. Derrière ce constat, il y a des femmes et des hommes. Quand j'entends parler, je rejoins bien évidemment tout ce qui a été dit tout à l'heure par M. Sénard. Et un territoire, il est peuplé de femmes et d'hommes qui y travaillent. Donc il fallait permettre à cette population-là de continuer de vivre. Et à partir du moment où on ne pouvait plus développer la production laitière, et autre constat qui a été fait aussi, les principales races à viande mondialement connues, Charolais, Salaire, Limousin, Aubrac, Blanc d'Aquitaine, sont dans le Massif Central. Et ça partait du principe qu'il fallait valoriser, faire connaître et valoriser. Et un dernier mot peut-être sur ce point-là.
qui est peut-être aujourd'hui d'actualité, mais aujourd'hui, la planète, c'est 5 milliards 800 millions d'habitants. Au moins. On dit autour de 6 milliards d'habitants. Et les perspectives, dans 30-40 ans, on va approcher les 10 milliards d'habitants. Et ce sera toujours des bouches à nourrir, et il faudra qu'il y ait des agriculteurs, des éleveurs qui puissent permettre... Ça, c'est important de le dire, absolument. Alors, allez, première étape. Nous sommes en 1992, hein, c'est la première édition. On regarde les résultats après. Première expérience, 10 000 personnes de mobilisées, 250 exposants. Vous arrivez même à faire venir le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Comment vous avez fait? Comment vous les avez mobilisés? D'abord, il faut mobiliser la profession. Montrer l'intérêt, ce que je viens de dire tout de suite, montrer l'intérêt de justement présenter leur travail et présenter leur savoir-faire. Première question, mobiliser les responsables professionnels. Là aussi, ce n'est pas toujours facile, mais il faut avoir le discours qui montre l'intérêt, justement, de faire ça. Et puis le fait qu'on se prenne en charge soi aussi. Deuxième cible, ce sont les éleveurs eux-mêmes. Mais eux, les éleveurs eux-mêmes, montrer leur travail, montrer leurs animaux, ça a été quelque chose qui a été relativement plus facile. Donc la mobilisation, elle est partie de là. Et ce que vous disiez tout à l'heure, 10 000 visiteurs, 250 exposants qui étaient des exposants des entreprises locales, des entreprises qui étaient souvent des revendeurs. Michelin y était, c'est vrai, peut-être pas la première année, mais était présent. On avait un budget de 250 000 francs, et on avait 60% de subvention. Simplement, aujourd'hui, sommet de l'élevage, c'est 100 000 visiteurs, c'est un budget de près de 6 millions d'euros et c'est 1500 exposants. Et j'y reviendrai peut-être tout de suite sur la nature des exposants. Oui, non, mais on va l'évoquer très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Maintenant, l'objectif, c'est de travailler à l'international, hein. Vous avez, je crois, accueilli, c'est ce que vous vouliez évoquer, l'Iran, vous avez accueilli la Mongolie. Et c'est important, finalement, cette notion d'engagement, on retrouve ce qu'évoquait Jean-Dominique, de le prolonger à l'international. Toujours pareil, l'intérêt, c'est de valoriser notre savoir-faire et développer notre économie. Aujourd'hui, enfin, l'édition 2017, ça a été 82 pays qui étaient présents. Alors tous les ans, nous avons un pays à l'honneur. Moi, j'avais ciblé l'Iran, puisqu'il s'ouvrait, il devait s'ouvrir. J'avais ciblé Cuba. L'intérêt est moins important, mais l'Iran était très important, parce que c'est un pays qui a aussi une grosse population, qui peut avoir des moyens et qui peut permettre de se développer. Donc l'intérêt aujourd'hui, il y a une dizaine d'années que j'avais lancé un peu plus de travail sur l'international, c'est de faire connaître, bien évidemment, notre événement Sommet de l'élevage à l'international, mais derrière, c'est les éleveurs, et c'est aussi, je ne l'oublie pas, puisque 1500 exposants, ce sont des fabricants, ce sont des commerçants, et qui ont, eux aussi, derrière, toute une économie autour de l'agriculture et autour de l'élevage. Donc tout ceci fait que l'intérêt de internationaliser notre sommet de l'élevage, c'était aussi d'aller chercher des exposants étrangers qui ont aussi leur savoir-faire. Merci Roger. Merci pour cette expérience. Merci d'avoir contribué à l'attractivité de la région, parce que c'est important. Il y a un aspect particulier que vous avez évoqué, c'est que finalement, je ne me rendais pas compte que vous participiez à tel niveau au rayonnement de la diplomatie française, parce que non, mais finalement, en faisant ce que vous faites, vous créez des liens inattendus entre les populations. Donc sincèrement, c'est génial. Mais alors, ce que vous faites pour l'Auvergne, alors... Voilà. Merci. Alors, j'appelle Martine Touvrez. Madame, vous êtes directrice du Centre d'affaires de Lyon de la Banque Postale. Vous représentez M. Lopez, qui ne peut pas être parmi nous. Et voilà, elle va, sous les applaudissements du public, encore pour faciliter Roger, vous remettre ce prix autour de Mobiliser. Troisième thème, finalement on progresse, éduquer.
Voilà, Jean-Dominique, Karine Deniens-Sauze, qui est avec nous, qui est vice-présidente de la métropole, a une question à vous poser. Sur l'écran. Alors, nous vivons une époque de grands changements qui, très naturellement, amène à accompagner la formation des futurs citoyens et de ces nouvelles générations différemment. Entrepreneur est un mot français sur lequel la France a une carte considérable à jouer. À votre avis, qu'est-ce que nous devrions faire évoluer dans notre façon de former ces futurs entrepreneurs pour que la France puisse prendre la place auquel elle pourrait prétendre dans ce nouveau jeu international? Et le constat que vous faites est absolument exact. On ne saura jamais dire assez entre nous à quel point notre pays a cette ressource entrepreneuriale naturelle. Plus j'en parle aux jeunes étudiants, plus je vois les choses, plus je me dis que c'est une richesse incroyable. La question que vous posez est complexe parce que on peut voir les choses de deux aspects. Le premier, pour moi, qui me paraît le plus important, c'est de plonger nos enfants, nos jeunes, le plus tôt possible dans l'ambiance économie. Alors, vous allez me dire que je soulève un gros sujet, mais il est absolument essentiel de convaincre l'éducation nationale de consacrer beaucoup plus de temps à l'étude de l'économie et à plonger les collégiens, les écoliers, très vite dans une atmosphère qui, finalement, sera un jour leur vie. On attend trop longtemps en France. On est même stupéfait de voir que beaucoup d'étudiants qui sortent du système universitaire n'ont pratiquement jamais entendu parler de l'entreprise. Je vous assure, c'est très impressionnant. Il faut aider cela. J'ai parlé d'un partenariat public-privé. Il faut que l'État nous aide, puisque l'État, l'éducation nationale, nous ne pouvons pas forcément le faire, nous. Mais nous pouvons créer des partenariats dans lesquels les professeurs viennent dans les entreprises, comme quelque chose d'absolument obligatoire, pour un stage long, et reviennent avec un programme d'études qui soit suffisamment modifié pour que l'économie soit enseignée. Madame, je vous assure que ça résoudra une grande partie de notre problème. Parce qu'après, il y a la question de la formation des personnes. Elle est plus ou moins continue, ça dépend des capacités, des moyens, des entreprises. Ce n'est pas un sujet facile. La réforme de la formation professionnelle qui a lieu en ce moment me paraît aller dans le bon sens, très honnêtement. Il faut juger un peu avec le temps. En tout cas, il y a un des aspects qui me paraît important, c'est l'apprentissage. Et il me semble que de ce point de vue-là, enfin, on commence à prendre le taureau par les cornes et du bon côté. Parce que tout ça, ça va insuffler un état d'esprit entrepreneurial et une formation assez naturelle à l'entreprise. Voilà. Ayant dit ça, je n'ai pas tout résolu. Parce que l'autre problème qui me paraît encore plus grave, c'est en aval de tout cela. Parce qu'une fois que nous avons nos entrepreneurs, une fois qu'on les a encouragés, on parle de nos start-up, on est ravis, on est fiers, et il y a de quoi. Le problème de ces start-up, c'est la suite. Et voyez-vous, je ne prétends pas avoir la solution, mais quand même, si nous ne modifions pas très sensiblement la manière dont on va aider au développement de ces entreprises, on pourra en parler, ça sera extrêmement intéressant, mais on n'ira nulle part. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est à relier un tout petit peu, pardonnez-moi, à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Europe et le reste. Mais nous avons trop d'entreprises françaises, des jeunes pousses, qui disparaissent. Parfois, on le découvre qu'a posteriori, parce qu'elles ont été acquises par des groupes étrangers, ou qui disparaissent parce qu'elles n'ont pas les moyens de se développer. Et quand je compare à ce qui peut se passer, par exemple, aux États-Unis, pour ne prendre que cet exemple-là, quand je pense aux Tesla de ce monde, qui en fait sont portés par des partenariats publics, presque plus publics que privés parfois, pour que leur développement puisse se faire, avec des usines gigantesques financées directement par des fiscalités intelligentes, mais des fonds parfois d'États fédéraux. Mais je me dis qu'on est à des années-lumière de cela, en France. Alors pardonnez-moi d'être un peu long, madame, mais il me semble que, voyez-vous, on a un sujet majeur qui est double à un niveau de la formation, c'est-à-dire très en amont, avec tout ce que j'évoquais sur la nécessité d'ouvrir l'éducation nationale massivement. Et les entreprises ont leur rôle à jouer. Il faut accueillir les professeurs. Et en aval, par rapport au soutien au développement. Parce que la création elle-même, l'entrepreneuriat, il est là. Je ne suis pas inquiet pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est très fragile. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Merci pour ces éléments. Merci, vous allez voir, dans la continuité, d'accueillir Véronique Rizzi. Venez nous rejoindre, Véronique. Installez-vous. Je rappelle que Imagineo est une association qui a pour but de promouvoir la créativité, les capacités d'innovation et le pouvoir d'agir, c'est important, chez l'enfant. Vous êtes orienté dans votre mission pédagogique, vous vous engagez pour ce que vous appelez une société active et responsable, et vous encouragez les jeunes en leur donnant des outils pour qu'ils puissent réaliser leurs propres idées, leurs propres rêve. Donc on est sur une extension finalement de ce concept d'apprentissage. Alors je rappelle, Véronique, que vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie et votre action, en fait, elle fait le lien entre le regard scientifique, le travail que vous avez conduit sur l'épanouissement des enfants et autre volet qui est peut-être un peu en prolongement, la notion d'engagement citoyen. Éduquer au XXIe siècle dans un monde en profonde mutation. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous de ce point de vue-là? Bonsoir. Effectivement, donc, ce qui est essentiel, il y a deux axes. Et il y en a un où je veux bien revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que on a ce profond changement dans la société aujourd'hui. On n'arrive pas à prédire comment on va vivre dans 5 ans. Donc comment va-t-on être capable de transmettre les bonnes réponses de demain, aujourd'hui ? Donc on pense vraiment que ce changement dans la société doit être accompagné aussi d'un changement dans l'éducation, dans la manière dont on prépare la nouvelle génération à demain. Il faut la préparer justement à trouver leurs propres réponses, à passer de la consommation à la contribution plutôt et à se responsabiliser. Le deuxième point, c'est que nous sommes convaincus qu'il faut faire tomber des barrières qu'il y a dans la société pour profiter de toute sa diversité et collaborer tous ensemble. Et c'est pour ça que ce que nous proposons, c'est de construire demain, dès aujourd'hui, non seulement pour la nouvelle génération, mais avec elle. Alors, deuxième élément, c'est intéressant, ça parlera aux metteurs en scène. Lorsque vous parlez de vos intentions, c'est rendre ces enfants auteurs de leur vie, acteurs dans la société, au service, et c'est important, j'y reviens, de cette notion de pouvoir d'agir. Donc vous proposez un ensemble de formats, de méthodes pour faire émerger des initiatives de quartier, développer des compétences, on va y revenir dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait sens commun dans tout ça ? Alors, ce qui est essentiel, c'est que toutes ces démarches permettent aux participants de nos ateliers d'apprendre à s'exprimer, de se connecter à sa propre créativité, de développer des capacités de collaboration, de développer des idées en groupe et de se mettre en action. Donc le pouvoir d'agir, pour nous, le développement du pouvoir d'agir, ça passe par ce développement de ces capacités et qualités qui sont nécessaires pour devenir citoyen actif et auteur de sa vie. Mais ça passe aussi par le fait de donner des opportunités concrètes de contribution dans la société aux enfants. Donc dès le plus jeune âge, de dire comment est-ce que les enfants peuvent participer à la construction de la société. Mais ça veut dire aussi de les écouter, de les prendre au sérieux, de partir vraiment de leur regard, de leur vision et de leurs envies. Et c'est pour ça qu'en fait, pour nous, éduquer devient plus synonyme d'accompagner dans toutes ces démarches. Est-ce que vous développez des méthodes particulières pour cela, pour des enfants qui sont de toute façon scolarisés, ou est-ce que vous n'intervenez pas directement ? Comment est-ce que ça se passe ? Ce n'est pas du tout une alternative à la scolarisation ou l'école. C'est le développement de formats et de démarches pédagogiques qui peuvent justement alimenter les contextes pédagogiques. Donc ça peut être le contexte d'apprentissage dans l'école, mais aussi en extrascolaire. Ça prend la forme d'ateliers créatifs et collaboratifs, donc pour faire émerger des initiatives, pour partager sa vision de demain. Et on s'inspire de démarches de design thinking et d'intelligence collective pour permettre cette ascendance, cette émergence d'idées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette occasion, vous développez un certain nombre de compétences relationnelles qui sont très très importantes, et compétences dont on s'aperçoit qu'elles deviennent très très importantes dans le monde de l'entreprise. Il ne suffit plus d'avoir des compétences techniques et professionnelles, on demande des compétences humaines de savoir-être, par exemple. Oui, c'est bien ça, c'est quand on dit mettre l'humain au centre, c'est ce qui fait vraiment sens, en fait. Donc,
d'être conscient du fait que nous sommes en fait notre première ressource et qu'il faut apprendre à la préserver, à permettre aux autres d'en faire autant, de les mettre dans les meilleures conditions pour ça. Donc pour nous, être bienveillant envers soi-même et envers les autres, c'est la base de toute collaboration créative. Et c'est pour ça qu'il faut développer justement ces capacités, compétences relationnelles qui vont nous permettre d'ailleurs de grandir constamment, de faire face aux défis du XXIe siècle ensemble et d'oser aussi se tromper, oser faire des erreurs pour avancer justement et faire des pas en dehors de notre zone de confort pour aller vers cet épanouissement professionnel. C'est intéressant, je sais qu'ils n'aiment pas l'échec, apprendre à se tromper, c'est une pédagogie. C'est un autre concept en fait. Se tromper, c'est avancer. Donc ça nous permet de... Oui. Voilà, mais vous me passionnez oui. parce qu'en réalité, vous êtes en train de préparer de futurs adultes à un monde qui est vraiment en train de changer aujourd'hui sur la question de la responsabilisation. Alors on ne parlait pas des heures de la question de la responsabilisation dans l'entreprise. Pour moi, c'est un sujet mais juste fondamental. La création d'autonomie, la capacité pour un groupe de personnes habituées depuis très longtemps à être totalement contrôlées, maîtrisées, standardisées, etc., permettre à ces personnes de devenir autonomes et de libérer complètement leur énergie. Ça a l'air simple à dire, c'est quand même très difficile à faire. Et du coup, merci de ce que vous faites parce que vous aidez en amont à cette transformation-là. Alors franchement, ça, on ne peut pas faire mieux. Franchement, je vous assure, parce que là, pour le coup, nous, chez Michelin, on est fanat de ça. Merci. Bravo Véronique, on vous applaudit. Laissez le micro là, s'il vous plaît. Alors, j'appelle Karine Donien-Sauze. Je précise, madame, je l'ai dit, vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de l'innovation, d'une réflexion sur la métropole intelligente, sur les questions liées au développement numérique et à la mobilité intelligente. Voilà, on vous remet le prix et on vous applaudit encore très très fort. Alors, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il est donc parfois nécessaire de rebondir. Voilà, Antoine Chenet, qui est directeur de la distribution du groupe Apicil, qui est avec nous, a quand même en vidéo une question à vous poser. Pour le groupe Apicil, le mot « rebondir » a une signification toute particulière parce que nous accompagnons les entreprises et il est difficile de dissocier la notion de tentative, la notion de réussite et la notion d'échec. Et plus généralement, je dirais qu'il me semble qu'on accepte, lorsqu'on apprend un sport ou lorsqu'un enfant apprend à faire du vélo ou apprend à marcher, on accepte qu'il tente, qu'il échoue, qu'il tombe, qu'il se relève et qu'il essaye. Et pour autant, j'ai l'impression que pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, ce même droit n'existe pas. Pensez-vous aujourd'hui en France qu'il faille développer le droit à l'échec ? Alors, pour une fois, j'allais dire, je ne suis pas absolument certain qu'il y ait une loi soit nécessaire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Mais par contre, vous touchez un sujet totalement central dans la question de la culture française et de son éducation au sens large. Oui, il faut absolument encourager les gens à se détendre sur ce sujet. Mais on n'imagine pas à quel point les gens sont crispés là-dessus. Mais il faut le comprendre. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais un jeune cadre volant avec une autorité. Il y avait 15 personnes au-dessus de moi avant de voir un président. Pour moi, c'était totalement inatteignable. Et à l'époque, je sais très bien que j'étais crispé. Je savais très bien que si je me trompais, si je faisais une proposition qui était un peu décalée, etc., j'allais être à l'évidence, peut-être pas sanctionné, mais en tous les cas, sérieusement remarqué, on va dire. Bon, si ça c'était possible pour moi, qui avais eu le privilège d'avoir pu faire des études, d'être un petit peu au courant des sujets, enfin, qu'est-ce que ça devait être pour des ouvriers ou des agents de production dans les usines, etc., qui, eux, étaient, comme ils le sont encore beaucoup d'ailleurs, dans un cadre extraordinairement strict. Alors, pour faire une longue histoire courte, le fait d'avoir dans Michelin des exemples, et là pour le coup,
pour une fois, les exemples anglo-saxons sont extraordinairement utiles et positifs, où on voit une culture, mais totalement différente, se déployer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, d'abord le jeune enfant, l'étudiant, est totalement plongé dans l'idée que s'il y a un échec, il faut l'en féliciter, pas le contraire. C'est la même chose dans le monde du travail. Alors évidemment, avec certaines limites, on ne peut pas se tromper tous les jours. C'est toujours un peu le problème. Il y a un moment donné où il faut songer, je dirais être raisonnable, vous voyez ce que je veux dire, bon, non, parce que bon. Mais enfin bon, dans l'état d'esprit, ça compte beaucoup. Et du coup, au fond, on s'est dit entre nous, une façon de régler la question, c'est d'imposer, parce que de temps en temps, il faut imposer les choses, ce n'est pas une loi, mais c'est une règle interne, que tout le monde a droit à une deuxième chance. Tout le monde. On peut se planter, ça arrive. Moi, je me suis bien planté aussi dans ma carrière. J'en suis sorti, je ne sais pas très bien comment, mais je suis bien planté. Et vous pouvez provoquer des drames humains, des drames psychologiques, des catastrophes. Surtout que les gens ont déjà des vies assez compliquées comme ça. Si en plus, il y a dans le monde du travail le sens de l'échec et le sentiment d'être puni à cause de ça, c'est fichu. Donc on a imposé la deuxième chance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment perdu dans son boulot, quand on suit sa carrière, on se dit il y a un pépin, il y a un problème, bon ça va bien. On le sort de là, on va lui mettre ailleurs, on va lui donner complètement une chance et on oublie le passé. Voilà. Eh bien, croyez-moi, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça change bougrement l'ambiance dans l'entreprise. Voilà, alors effectivement, le droit à l'échec, le droit à une deuxième chance. Donc le droit aussi de rebondir, mais d'être accompagné pour rebondir, et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'accueille Guillaume Muliez de l'association 60 000 rebonds. Merci Guillaume, installez-vous. Prenez ce micro. Et si vous m'y autorisez, Guillaume, en réaction aux propos de Jean-Dominique, je vais vous poser ce que j'avais prévu en première question, je vais la poser maintenant. Il convient de rebondir. Voilà. Mais surtout, vous avez été vous-même confronté à cette problématique d'une situation d'échec. Et ensuite, vous avez pu effectivement vous-même rebondir. Et c'est ça qui vous a un peu donné l'envie de vous engager. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir appelés parce que ça permet de faire la promotion de cette action que nous menons. Moi, je voudrais dire quand même que ceux qui rebondissent sont ceux qui sont vraiment tombés au plus bas. Et ceux que nous rencontrons, au-delà de l'échec, c'est aussi le fait que, à cause du refus de l'échec dans notre pays, on va faire comme le joueur qui va dire je recommence, je rejoue, je vais me refaire, et je prends de la dette perso, et je dis pas à mon conjoint que ça va mal, et lorsqu'il y a l'échec, là, le phénomène domino ou spirale infernale est infernal. Donc moi, je n'ai pas connu une spirale aussi lourde. Par contre, j'ai connu des dépressions, et j'ai divorcé. Donc ça, c'est déjà deux facteurs. Mais je n'ai pas connu le fait de vivre dans une camionnette, de ne plus avoir de logement, ce que certains des personnes que nous accompagnons vivent. Donc moi, je leur envoie, enfin, en tout cas, l'action à tous les bénévoles qui y travaillent. Néanmoins, c'est vrai que ça me permet peut-être de comprendre avec compassion, avec empathie, un peu plus que ce que certains vivent. Alors, association qui est importante, elle s'appelle 60 000 rebonds. C'est une association nationale qui se décline maintenant dans toutes les régions, qui travaille, enfin, qui accompagne, si j'ai bien compris, plus de 500 entrepreneurs. En plus, vous capitalisez, c'est extraordinaire sur votre expérience, puisque vous animez des conférences dans les grandes écoles auprès des dirigeants. Et si on regarde un petit peu, vous me disiez l'autre jour au téléphone, les résultats, c'est quand même 95% des personnes qui sont suivies rebondissent entre 6 et 18 mois. Alors, qu'est-ce qui fait la force de votre démarche ? Alors, d'abord, on a affaire à des personnes extraordinaires. Et là, je tiens à rendre hommage à un entrepreneur. Ça reste un entrepreneur. C'est un boxeur extraordinaire. Évidemment, quand ils arrivent, ils sont KO. Bon, ils sont KO. Donc, un boxeur KO, c'est moins punchy qu'un boxeur qui a la pêche. Hein. La première chose, c'est leur redonner l'énergie. Alors donc, oui, ils arrivent, ils ont honte, ils ne sont pas fiers. Et donc, il faut leur redonner le sens de la confiance en eux et de l'estime en eux. Alors tout simplement, c'est pas compliqué, on les met dans une salle, ils ont tous fait faillite. J'ai fait faillite, bah oui, bah moi aussi. Ah bon ? Je ne suis pas tout seul à avoir les pieds dans la boue.
les mains dans la boue et la tête dans la gadoue. Ah, je suis pas tout seul. Et puis, on est un peu structuré, alors j'espère qu'ils n'écoutent pas trop, mais l'un d'entre eux, autour de table, va prendre la parole, va dire, tu sais, je suis passé par ce que tu vis aujourd'hui, ce rejet, ce refus de ce que tu vis. Et ça fait 6 mois que je suis accompagné, et je suis en train de m'en sortir. J'ai fait ceci, on m'a aidé à faire cela, etc., etc., etc. Et donc, eh bien, on est entre nous. Donc un sentiment d'appartenance et de retrouver, de quitter cette notion de solitude absolue. Mais 2, il y a des gens qui sont ici avec bienveillance, solidarité, engagement, professionnalisme, pour t'aider, pour nous aider à rebondir. Il y a quand même un autre aspect, enfin, en lisant l'ensemble des documents que j'ai pu consulter, c'est la force de votre engagement personnel. Vous leur donnez le sentiment qu'ils sont importants, vous vous démenez beaucoup pour eux, et cette reconnaissance doit leur faire chaud au cœur quand même, non? Pas du tout, je ne suis pas au Réunion. Un bon président, c'est pas celui qui fait, hein, celui qui fait faire. Non, mais je parle des autres. Ah ouais, d'accord. Je ne parlais pas de vous. Je généralisais. Non, j'évoquerai après le rôle du président. D'accord. Non, mais il faut mettre le cadre. Il faut mettre le cadre, et ensuite, oui. Mais la solidarité, elle est aussi entre eux. Elle est extraordinaire. Une entrepreneuse qui était dans la charpente, qui s'est dit, bah, tiens, je vais rebondir en faisant un coworking des outils de menuiserie, mais qui a pu, avec le juge, avec notre aide, obtenir de récupérer ces machines, ce que normalement on ne peut pas. Hein. Normalement, elles sont données à un autre, mais on ne peut pas les récupérer pour soi. Bon. Et là, elle a pu. Un juge intelligent, enfin, qui a compris que ce n'était pas le projet de refaire ce qu'elle faisait. Et par contre, elle avait une salle, un local, mais plus de moyens, plus d'argent pour mettre en norme, installer les machines, mettre les souffleuses, les aspirateurs, etc. Les 20 autres membres, et pas les accompagnants, les accompagnés, les EER, comme on les appelle, parce que chez nous, on ne parle pas d'entrepreneur en faillite, on parle d'entrepreneur en rebond. C'est quand même plus sympa. Ben, les autres ont dit, amène-nous 3 caisses de bière ce week-end. Choucroute, quand même. Ça va bien avec la bière. Ça va aller. Et dans le week-end, ils étaient 20 avec leur caisse à outils. Ils ont aidé. Le lundi et le démarrer. Dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous écouterez pendant des heures. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des accompagnants qui bossent. Il y a des coachs, il y a des parrains, il y a des experts et il y a des permanents qui coordonnent le tout. Alors, souvent, on l'a évoqué, on trouve l'inspiration quelque part. Guillaume Muliaz fait partie d'une famille que vous avez appelée de serial entrepreneurs. Et vous me disiez au téléphone, dans la famille, il y a quelqu'un particulièrement qui vous a inspiré. Vous dites-nous en 2 mots. Il est clair, parfois des banquiers me disent, à quoi ça sert d'accompagner des gens comme ça qui vont créer des petites boîtes, ça sert à quoi? Et j'ai dit, et si je te cite un rebond significatif? Oui, bien sûr. Qui emploie aujourd'hui 600 000 personnes. Oui? Il y a mon téléphone qui sonne. Je vous laisse le suspense. Hein? Mais par contre, ça ne se dit pas. Parce qu'en France, faire faillite, c'est honteux. Eh bien oui, je vais vous donner un scoop. Mon arrière-grand-père, Louis Mullier, époux Lestienne, avait fait faillite 2 fois avant de lancer un petit retordage de laine à Roubaix. À 50-50 avec son cousin, parce que lui, il n'y avait plus un argent, il n'y avait plus une thune. Donc il a dit à son cousin, toi, tu as de l'argent, moi j'ai des fils. On fait moite-moite. Et ensuite, il y a eu fil d'art, et ensuite, etc., etc. 600 000 employés. Est-ce que c'est un rebond significatif? J'aurais tendance à dire c'est peut-être moins bien que Michelin, mais c'est quand même pas mal. Ok, merci. Voilà. Rien à dire. Merci Jean, Guillaume. Voilà, je vais appeler Antoine Chenet. Monsieur, merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Et voilà, c'est Antoine du groupe, directeur de la distribution du groupe Apicil, qui va vous remettre votre prix. Et merci pour la qualité de cet échange. Nous continuons notre cheminement, tout à fait intéressant. Maintenant, je vous propose un autre thème, partager. Voilà, et Sylvain Bertrand, directeur délégué de Sogelim Dixence, va vous poser, toujours en vidéo, une question. Je voudrais que vous évoquiez le partage du territoire, et je m'explique.
Le groupe Michelin, qui est leader sur son métier du pneumatique, qui représente quand même plusieurs milliards d'euros dans un marché très concurrentiel, est implanté à Clermont-Ferrand. Je voudrais savoir si, je reviens à ma notion de partage de territoire, les évolutions actuelles de la technologie, que ce soit la numérisation, la digitalisation ou ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire les bureaux partagés, donnent plus de chances aux entreprises pour venir s'installer de manière plus harmonieuse sur le territoire, que ce soit Clermont ou d'autres, ou alors est-ce qu'on va continuer à subir un jacobinisme ou une centralisation parisienne que je n'appelle pas de mes voeux, mais qui est un fait actuel. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette question, en tous les cas, parce qu'elle me permet de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont tout fait pour maintenir le siège social du groupe à Clermont. Et je dois dire que je suis rentré dans leurs chaussures avec beaucoup d'aisance parce que depuis que je vis à Clermont, je me dis que les Parisiens ne savent pas ce qu'ils perdent. Je ne peux pas imaginer ce qu'a été la vie des Parisiens ce matin. Mon fils m'envoyait SMS sur SMS, des heures de retard, le métro bloqué, d'embouteillages partout, la pluie, enfin, l'horreur absolue. La ville paralysée. Bon, je passe. Le point, c'est que chaque fois, on me pose la question, mais Jean-Dominique, qu'est-ce que tu fais à Clermont-Ferrand? J'ai dit, je suis content, ça va. Ils ne se rendent pas compte à quel point, quand j'arrive d'Asie, quand j'arrive de loin, je suis crevé. Parce que tout le monde est fatigué, il ne faut pas rêver, on n'est pas des surhommes. Et que je suis là à contempler le puits de Dôme. Je dis que les choses sont relatives, voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est tellement agréable. Voilà. Alors, peut-être plus au fond, je pense que s'agissant de l'Auvergne, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas de la région Rhône-Alpes, mais l'Auvergne a été une grande omission, pour ne pas dire une erreur, à l'aménagement du territoire dans le passé. Il y a eu un certain nombre de présidents courageux qui ont essayé d'ouvrir ce territoire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que par une forme de réaction contre ce qui est devenu absolument insupportable dans des villes comme Paris, on voit arriver en Auvergne des entrepreneurs, des start-up. Vous n'imaginez pas le dynamisme des start-up que nous entreprenons, nous, parce que nous avons mis tous nos start-up internes avec les start-up externes à Clermont pour faire un campus global et on fertilise, comme on dit aujourd'hui, en transverse, de façon extraordinaire. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes personnes, de jeunes ménages avec leurs enfants qui viennent s'installer pour créer leur entreprise dans la région. Ça, pour moi, c'est un signe formidable. Et vous avez raison d'évoquer la question de l'outil, ça aide beaucoup. On est quand même beaucoup plus facilement aidé par la technologie. Mais quand même, il y a un mouvement de fond, et j'en ai une assez bonne illustration quand il s'agit pour moi et mon équipe de faire venir des dirigeants d'entreprise à haut niveau, dont il est parfois évident que soit l'épouse travaille, ce qui est quand même la grande règle en ce moment, et que naturellement, il faut déplacer les deux si on veut pouvoir continuer à vivre à Clermont-Ferrand. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 14 ans, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, c'était un sujet qui était presque impossible. Et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur de voir que finalement, ça devient un atout. Alors voilà, je le dis parce que je pense que Clermont n'est pas le seul exemple. Il faut absolument accélérer ce mouvement et l'encourager. Un de nos grands déficits compétitifs, si je puis dire, c'est précisément le fait qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, même en Angleterre, pour ne prendre que ceux qui nous entourent le plus immédiatement, vivent totalement dans une autre ambiance que la nôtre. Il n'y a aucun souci à habiter Birmingham, Düsseldorf, Munich, Valence, j'en citerai d'autres. Parce que là, l'équilibre a été trouvé et en fait, en France, nous avons encore un énorme déficit de rééquilibrage des territoires. Donc votre question est fondamentale. Une des raisons pour laquelle je me suis aussi un peu engagé dans la région,
puisque j'ai l'honneur de co-présider l'agence de développement régional qui est en train de naître, qui, j'espère, va prendre son essor, eh bien c'est précisément pour encourager ça. Voilà. Très bien. Alors, pour évoquer ce terme et compléter vos propos, j'appelle Isabelle Guillaume, directrice de Minalogic. Chère Isabelle, merci de me rejoindre et bravo. Alors Isabelle, je disais ce soir, en fait, une fois encore, et c'est très agréable, l'esprit d'entreprendre, mais aussi cette notion de partage. Et j'ai envie de dire que c'est un des leviers, ça, de l'activité de Minalogic, dont je rappelle que c'est un pôle de compétitivité mondiale dans les technologies du numérique. C'est l'un des premiers. Cette idée d'agréger les talents, ça fait partie de l'ADN de Minalogic. Oui, oui, tout à fait. Par définition, notre métier, c'est d'animer un écosystème d'innovation. En l'occurrence, dans notre cas, ça c'est la mission de tous les pôles, dans tous les pôles. Dans notre cas, c'est sur le domaine du numérique. Donc effectivement, depuis les capteurs, les technologies microélectroniques jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par tous les objets connectés, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et effectivement, nous exerçons cette mission en mixant et en organisant le partage entre des personnes aussi différentes que les laboratoires de recherche, les universités, et puis les entreprises. Et les entreprises, ça va de la start-up et la PME jusqu'aux très grands groupes, comme Michelin. Nous avons eu le plaisir d'accueillir depuis l'an dernier, dans l'écosystème du pôle. Voilà, donc oui, c'est absolument majeur et c'est notre vie de tous les jours de voir cette dynamique de partage. C'est une richesse, en fait, importante. Tout à fait, oui, absolument. Alors, si on évoque le rôle de l'entrepreneur ou du dirigeant, vous dites qu'il est important qu'il soit inspiré parce que c'est important, il doit entraîner la maison. J'ai pris ces deux formules parce que ça donne peut-être bien une dimension du rôle que vous considérez comme étant le vôtre. Oui, alors, effectivement, mais un entrepreneur, par définition, ou un dirigeant d'entreprise, doit effectivement être capable d'être inspiré, de donner une vision, de le partager. C'est bien sûr les concepts de leadership. Voilà. Peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est et finalement, d'où vient l'inspiration ? Voilà. Alors, l'inspiration, elle vient de beaucoup de choses. Pour un dirigeant d'entreprise, pour un entrepreneur, elle va venir en écoutant, bien sûr, ses clients. Quand on est dans l'innovation, il faut écouter les besoins non satisfaits, donc il faut être très à l'écoute. Mais cette vision, elle vient aussi de l'écoute et du partage avec les collaborateurs. Et du coup, c'est quelque chose qui est bidirectionnel. C'est-à-dire que pour être un entrepreneur et un dirigeant performant, vous avez besoin effectivement d'être inspiré, d'inspirer cette vision. Mais vous avez donc besoin de la communiquer, mais vous avez également besoin d'être vous-même inspiré. Donc voilà, je le vois vraiment comme une espèce de mouvement bidirectionnel. Je pense que les grandes réussites entrepreneuriales, elles sont... si un entrepreneur n'a pas cette qualité, en fait, il ne réussira pas à vraiment aller très très loin, je pense. Voilà. Alors vous évoquez en même temps cette idée de dire, malgré la densité de mon parcours professionnel, je n'ai jamais arrêté la musique. Alors vous me voyez venir peut-être en fait, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on évoque très très souvent, un peu la métaphore de l'orchestre, la métaphore du rôle du chef d'orchestre. Et même dans un quatuor, il y a quelqu'un qui porte effectivement le groupe à un moment donné. Et en fait, je crois que je l'avais évoqué avec vous, ce qui est important dans le chef d'orchestre, c'est que c'est lui, effectivement, qui assure l'ensemble, mais il ne sait pas jouer de tous les instruments. Donc il faut qu'il partage. Oui. Alors, voilà, tout ce que vous avez dit est parfaitement juste. Je rajouterais peut-être quelque chose qui vient effectivement de mon expérience personnelle, donc à la fois violoncelliste, mais également chef de chœur. En fait, le point clé pour réussir, par exemple, prenons l'image d'un orchestre, d'une chorale, ce qui fait la force, c'est le collectif. Voilà. Alors, c'est vrai de beaucoup de choses, mais c'est vraiment vrai, si je puis m'exprimer ainsi, de l'exemple d'une chorale. Enfin, j'ai l'exemple, comme toute chorale en France, c'est des chorales d'amateurs. Hein. Il doit y avoir que 3 ou 4 ou 5 chœurs professionnels en France. Et du coup, vous avez, on va dire, du tout venant. Hein, voilà. Et puis, moi, je suis toujours surprise parce que collectivement, tout le monde s'y met. On arrive à faire des concerts de qualité, même avec une petite proportion de débutants quand même.
Voilà. Et ben finalement, dans mon métier aujourd'hui, ben oui. Moi aujourd'hui, si je regarde ce que moi je fais dans mon métier avec Midalogic, ben c'est la même chose. En fait, l'écosystème d'innovation et le pôle, c'est le collectif qui fait la force. Alors je peux citer quelques exemples de choses qui démontrent que c'est le collectif qui fait la force, et en particulier aussi la solidarité entre les grands et les petits, on va dire. Je peux prendre l'exemple de ce qu'on organise régulièrement, les journées Open Innovation, où on présente en fait jusqu'à 50 startups PME qui correspondent vraiment de manière la plus fine possible aux besoins d'un grand groupe qui, lui, a besoin d'intégrer ces nouvelles technologies parce que ça disrupte son propre métier. On l'a fait avec Michelin. On l'a fait la dernière, c'était avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, il y a quelques mois, parce que les banques aussi ont ce genre de besoins. Voilà. Et là, on comprend bien que c'est la force du collectif qui joue, parce que pour le grand groupe, ce qui l'attire là-dedans, c'est le fait de dire bon, on va pas vous présenter une entreprise, mais 50. Et réciproquement, quand vous êtes une entreprise, une start-up, même pour des groupes extrêmement ouverts et très ouverts à l'innovation, quand on fait toc-toc tout seul, on a quand même un petit peu moins de poids. Voilà, alors je peux prendre d'autres exemples. C'est la même chose quand on emmène la délégation des entreprises régionales, des startups régionales au CES à Las Vegas. Voilà, il y a une notion de collectif qui fait la force. On fait aussi dans le domaine du recrutement. Alors, on n'est pas agence de recrutement, mais les grands groupes, on parlait de la formation tout à l'heure, les grands groupes forment au travers d'alternants des gens qui sont du coup doublement bien formés puisqu'ils suivent leur formation, on va dire, classique, et en parallèle ils sont dans l'entreprise. Malheureusement, les grands groupes ne peuvent pas les embaucher tous. Et à l'autre côté, nous, on a les patrons de PME qui nous disent mais non, un petit bonhomme, moi, mon principal problème, c'est de recruter des talents. Ah, bah alors voilà, on organise au moins une fois par an des événements qui simplement mettent en relation les grands groupes qui ont justement ces alternants qui sortent de chez eux, qui n'embauchent pas tous, et puis les PME qui recrutent. Voilà, des exemples de... Merci Isabelle. Et vous avez évoqué deux sujets qui sont de nature différente, mais ils sont passionnants parce que vraiment on les vit en ce moment. Le premier, c'est qu'en fait, on ne peut plus vivre seul, ça c'est une certitude. Honnêtement, quand on pense à Michelin, il y a maintenant 20 ans, même encore 15 ans, il était question d'être complètement cloisonné. Déjà, même à l'intérieur de l'entreprise, il y avait des cloisons pour éviter que les gens communiquent aux autres leurs secrets de fabrication. Alors, je ne vous dis pas par rapport à l'extérieur. On avait une réputation, d'ailleurs, entre nous, de ce côté-là, qui était gratinée. Mais maintenant, et franchement, enfin, c'est impressionnant le changement. Enfin, il y a une très grande proportion de la recherche fondamentale du groupe qui est faite en association avec le monde extérieur. J'allais dire entre 30 et 35%, ce qui est énorme pour Michelin, de savoir d'où l'on vient. Et le deuxième sujet, et là, au passage, ça ne cessera pas. Le sens de l'histoire, c'est l'ouverture. Le deuxième sujet, c'est la question de management, et ça m'a amusé de vous entendre parler de chef d'orchestre, etc. Moi, j'ai rajouté une petite couche à ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, alors j'ai essayé de mon point de vue de le faire, hein, c'est pas toujours facile, mais il faut le faire, c'est d'être toujours s'entourer de gens plus compétents que soi. Voilà. Merci. Merci, merci Isabelle. J'appelle Sylvain Bertrand qui va vous remettre votre prix et félicitations. Donc, voilà, alors on continue, on essaie d'avancer parce que le temps passe. Avant-dernier thème, enrichir. Il faut qu'on gagne. Alors, toujours une question qui va vous être posée cette fois par Barbara Bell, directrice régionale adjointe, directrice déléguée de Lyon de la Caisse des dépôts. Voilà la question. Donc vous avez travaillé sur un rapport sur l'entreprise et l'intérêt général. Et la question est assez elle s'est fait représenter. Comment concilier l'utilité sociale avec l'aspect lucratif ou rentable d'une entreprise qui est le pilier de la survie de l'entreprise à terme? Alors vous savez, quand j'ai commencé mon travail avec Nicole, elle était très au fait de ça, moi beaucoup moins. J'ai été stupéfait de la diversité des formes d'entreprises en France. Je pense qu'on est un pays, alors on dit qu'on a beaucoup de fromage, etc. Mais alors en nombre d'entreprises, je ne vous dis pas le nombre de statuts différents, c'est juste impressionnant.
Et quand on parle de l'économie sociale et solidaire, là, on est dans une diversité juste invraisemblable. Et alors, naturellement, esprit un peu trop rationnel, je commençais à dire, Nicole, il faudrait peut-être qu'on mette un peu d'ordre dans le bazar tout de même, parce que franchement, c'est difficile à raconter. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire que finalement, il fallait presque enrichir ce qui existait en France aujourd'hui. Et pour prendre le point de la question qui m'est posée, on a envisagé de créer un nouveau statut, non pas une SA, SARL, SAS, tout ce que vous voudrez, mais un nouveau statut intellectuel d'entreprise à mission, qui concilie justement le côté totalement lucratif, parce qu'on accepte, quand on est une entreprise à mission, de faire du profit, parce que le profit est indispensable à la survie, etc. Enfin, on connaît tous ça. Mais qu'en même temps, on a envie de montrer au monde extérieur et donc d'opposer au tiers le fait qu'on veut utiliser une partie de ses profits pour une cause donnée. Ça peut être philanthropique ou pas, etc. Pourvu qu'on puisse mesurer la chose, pourvu qu'on puisse intégrer cette raison d'être dans les statuts même de l'entreprise, c'est-à-dire que les actionnaires le votent, pourvu qu'on puisse ensuite accepter d'être noté, d'être suivi, etc., pour que ce statut ait un sens, et bien à ce moment-là, on deviendra entreprise à mission. J'espère beaucoup que le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine intégrera bien cette notion-là, parce que c'était un manque en France. Et ce manque répond à la question qui m'a été posée. Donc c'est important, parce que j'aimerais bien qu'on soit capable en France de générer ce genre d'initiative. Il y a une énorme demande. Et que ça ne soit pas imposé par des initiatives plus ou moins balbutiantes aux États-Unis, qui font qu'aujourd'hui, on voit des entreprises européennes et françaises pour lesquelles j'ai les plus grands respects, qui sont très fiers d'être Bicorp. Et Bicorp, c'est un concept nord-américain qui est né dans quelques États fédéraux et qui en réalité est né pour d'autres raisons. Mais on pourrait très bien avoir notre version française et la répandre en Europe, ça m'irait assez bien. Voilà. Alors, j'appelle pour le prix Enrichir Christine Janin de la structure À chacun son Everest. Est-ce que je dois vous aider, Christine? Nous n'allons pas grimper l'Everest. Là, venez vous asseoir. Alors, je rappelle que À chacun son Everest accompagne des enfants, des jeunes adultes et des femmes sur le parcours de la guérison, en faisant un parallèle un peu symbolique entre l'ascension d'un sommet et celui de la guérison. Je rappelle que vous êtes médecin, madame, et que vous êtes aussi alpiniste. Et finalement, c'est une série de rencontres qui vous ont amené à vous lancer dans cette aventure. Alors bonsoir, merci. C'est un autre sommet d'être ici. Je suis très émue et c'est toujours un grand moment de pouvoir partager aussi ce qu'on fait, de pouvoir en parler. C'est vrai que la vie, je crois que c'est un chemin. C'est un chemin de vie. J'ai absolument jamais voulu tout ce que j'ai fait, à part de faire médecine. Et puis après, ça a été des rencontres. Et les rencontres m'ont emmené effectivement, grâce à la médecine, sur le toit du monde. Et puis après, m'ont amené à redescendre, parce qu'il faut redescendre. Et puis, m'ont emmené à rencontrer des enfants qui étaient atteints de cancer et que j'ai emmenés en montagne. Voilà. Donc tout ça, puis après les femmes. Et je crois que la vie, il faut oser, il faut dire oui. Il faut écouter son cœur aussi, parce que je crois qu'effectivement, on est formaté, puis on a toujours un peu peur. Et je crois que dans la maladie aussi, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que quand on est là-haut, il faut savoir redescendre et il faut les accompagner dans cette redescente qui est très compliquée. Ouais. Et puis il y a quelque chose, quand je pensais à l'Everest, ça me faisait penser à la chanson de Brel, L'inaccessible étoile. On reparle de la question de l'étoile, l'important c'est de la regarder et ça donne envie d'y aller. Mais vous savez, je crois que dans la vie, on n'a pas le choix. Je crois qu'on a tous des épreuves, on a tous des Everest à atteindre. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que la maladie, elle vient aussi dire à un moment des choses. Et il faut pouvoir la transformer. Et nous, on est juste des guides. Donc j'ai eu la chance de pouvoir accompagner. J'ai jamais voulu tout ce que j'ai fait. Je crois que c'est une mission. Je crois qu'il y a des choses, il y a des fois, on est sur un chemin. On ne sait pas pourquoi. Et par contre, j'ai dit oui. J'ai dit oui après l'Everest parce que ça donnait du sens aussi. J'ai inventé un peu ma médecine. Ça donnait du sens à mon Everest. C'est très bien d'aller là-haut. Mais après, il faut redescendre. Et après, vous êtes différent. Quand vous avez vécu un Everest, de toute façon, il se passe quelque chose d'énorme comme un Everest, voire beaucoup plus fort. Mais maintenant, après, c'est comment on le transforme, comment on vit avec, comment on le sublime et comment on est plus fort. Et la maladie, je crois, les épreuves ou les échecs peuvent vous rendre beaucoup plus fort. Il faut juste des guides. Parce qu'à un moment, vous êtes seul. À un moment, la maladie, vous êtes différent. Vous êtes sur un chemin qui est... où vous avez un peu honte aussi, vous êtes dans la culpabilité, les gens se retournent de vous, les gens ont peur du mot cancer. Il faut savoir qu'une femme sur 8 va être atteinte d'un cancer du sein, mais que c'est banalisé. Si vous avez un petit cancer, on vous a juste enlevé un sein, 2 seins, quand ce n'est pas les ovaires, etc., il y en a qui meurent, mais on guérit.
Mais par contre, il faut vivre avec. C'est comme l'Everest, ça fait 25 ans qu'on me dit que je suis courageuse, que j'ai fait l'Everest et tout. Je suis restée Christine. La maladie, effectivement, les gens ont peur, mais vous avez changé et les gens ont peur de la différence. Et par contre, ben voilà, moi j'ai pu créer une association. J'ai absolument pas voulu tout ça, mais voilà, la vie m'a emmenée. J'ai bâti un beau centre d'accueil où j'ai accompagné 4375 enfants et maintenant presque 1000 femmes qui ont un cancer du sein. Pourquoi le sein? Parce que d'abord, les femmes et les enfants d'abord. Et puis, non mais excusez-moi messieurs, mais les femmes s'occupent en général des enfants, du mari, de la maison et tout, même malades. Et que une fois que vous avez atteint votre Everest ou qu'elles ont été soignées, on leur dit maintenant vous revenez me voir dans 6 mois, c'est fini, voilà, tout va bien. Et elles sont différentes, elles ont toutes les peurs, il y a tout le film qui revient. Tout le monde leur dit mais ça y est, maintenant tu es guérie, tu vas bien, mais tu vas reprendre le boulot, mais comment tu es fatiguée, mais voilà. Donc moi je fais un petit sas de décompression, pardon. C'est bon, elles ont eu assez de compression. Et à travers des séjours d'une semaine, à travers des séjours, on va les faire marcher, respirer, grimper, parce que le sport, ça aide à guérir. Il faut faire du sport, retenez bien ça. Des massages, du yoga, du qigong, tout ce qui va être soin de support, qui permet de se recentrer, permet de respirer, de revivre. Et puis aussi, bon, bien sûr, des espaces de parole et tout, de les remettre en vie, de leur redonner une énergie de vie, de pouvoir les relancer dans les vies, mais avec leur image d'Everest, avec leur aventure de l'Everest, mais effectivement peut-être plus forte maintenant qu'avant. Voilà, merci Christine de cette expérience. Vous nous avez enrichi de la richesse que vous avez eue. Voilà. Je crois que quand on donne beaucoup, on s'enrichit aussi beaucoup, et c'est vrai que voilà, c'est des métiers qui sont très très beaux et très riches. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors si je ne me trompe pas, j'appelle bien. Pardonnez-moi, c'est Madame Barbara Bell. Je rappelle que vous êtes Madame Directrice Générale Adjointe, Directrice Déléguée de Lyon de la Caisse des dépôts. Et merci de remettre ce prix à Christine. Merci beaucoup. Bravo Christine. Septième prix maintenant, créé. Voilà, question, cher Jean-Dominique, qui vous est proposée par David Humbert, qui est président du groupe SFC. Alors, votre aventure entrepreneuriale semble guidée par la volonté et le besoin d'innover, ce qui est pour nous, groupe SFC, un exemple. Comment un entrepreneur comme vous peut-il rester tout au long de son parcours à la fois un créateur et continuer à faire preuve d'innovation? Vaste question. Et ça me fait immédiatement penser à cette phrase de Blaise Pascal, que l'on aime bien à Clermont-Ferrand, qui disait qu'on ne travaille jamais que pour l'incertain. Alors, moi, je pense qu'il avait profondément raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, et je crois que tous les chefs d'entreprise dans cette pièce le savent, la détermination suffisante pour maintenir le cap dans la durée, vous pouvez faire ce que, monsieur, vous me demandez de faire. J'ai énormément d'exemples en tête et je pense que, sincèrement, on peut partager ça ensemble. C'est probablement une des tâches les plus difficiles d'un chef d'entreprise. Quand il s'agit de juger de l'innovation ou d'innovation potentielle, des programmes de recherche, ceux qu'il faut arrêter, ceux qu'il faut lancer. Je vous assure, je suis parfois confronté à des problèmes de personnes, des sujets difficiles, extrêmement délicats et tout, mais on finit par questions d'humanité et autres à trouver des chemins. Mais sur les questions d'innovation, de programmes fondamentaux pour l'avenir de l'entreprise, ceux qu'on a lancés il y a 2-3 ans, dont je ne verrai peut-être pas le bout, j'espère quand même une partie quand même, ceux que l'on a arrêtés. Il m'est arrivé de ne pas dormir la nuit après avoir arrêté un programme en disant qui peut dire que j'ai raison ou tort? Mais c'est juste impossible. Ce n'est pas en tous les cas le pur aspect pécunier. Un jour, on m'a apporté un projet magnifique de pile à combustible et je fais siéger mon comité d'innovation du groupe et puis il était question d'arrêter le projet.
Alors on m'avait alerté là-dessus, etc. Et puis, d'habitude, je prends des décisions. Et puis ce jour-là, j'étais fatigué, de mauvaise humeur, il y a un truc qui ne collait pas, et j'ai décidé de ne pas décider. Eh bien écoutez, heureusement que je n'ai pas décidé. Parce que 3 mois après, mes ingénieurs sont venus dans mon bureau en me disant « Jean-Dominique, ça y est, on a trouvé ce qui manquait, on a la meilleure pile à combustible du monde, alors maintenant on peut y aller. » Ah, j'ai dit, ah, par exemple, vous avez fait ma journée. Voilà. Donc la réponse est compliquée quand même. Donc en fait, voilà, un peu de chance, un peu de ténacité et surtout tenir. Si nous n'avions pas tenu les budgets innovation pendant la crise économique et financière des années 2010, 2012, Dieu sait si on a réduit tous les investissements, tout arrêté, sauf pas un euro de retirer au programme de recherche, eh bien, je ne serais pas aujourd'hui en état de vous raconter des histoires sympathiques. Quelle histoire! Merci Jean-Dominique. Pour recevoir ce prix, j'appelle Laurent Fiard et Christian Donzel de la société Visiative. Alors finalement, j'ai presque envie de vous poser la même question que celle qui a été posée à Jean-Dominique Sénard. Comment un entrepreneur peut-il rester tout au long de son expérience avec cette volonté de créateur et de créer ou d'innover? Laurent? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que déjà Jean-Dominique a exprimé un sujet qui me semble être essentiel, c'est le cap. Et je crois que le cap de Visiative, on l'a déterminé au départ de son nom, hein, c'est-à-dire la construction de vision collaborative qui a donné naissance à Visiative. Et à l'époque, on ne parlait pas d'économie collaborative, on ne parlait pas d'entreprise ouverte. Donc cette vision qui inspire aujourd'hui et notamment qui emmène l'ensemble du collectif, de l'intelligence collective du groupe, au travers de cette entreprise plateforme ouverte vers son écosystème et cette entreprise qui casse des silos en interne, on en a parlé tout à l'heure, et enfin, j'estime être aujourd'hui un casseur de silos et un fédérateur de mouvements et d'inspiration. Et notamment créer, innover sur toutes ses formes, c'est innover aussi sur le management, c'est innover sur les modèles économiques, c'est bien sûr innover sur les technologies, mais c'est innover, par exemple, dès demain matin, je rencontrerai 10 équipes de 6 personnes sur l'ensemble des collaborateurs de Visiative, 800 personnes, qui vont exprimer en fait des projets transversaux, donc des équipes de 6 personnes qu'on appelle les pizza box, qui sont des équipes à taille humaine et qui doivent réfléchir sur la transformation du groupe, donc les transformeurs du groupe. Voilà. Alors, juste une dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais elle vous est adressée, Christian. Vous disiez dans une interview, finalement, dans ce processus, alors j'ai cru comprendre que vous avez un processus de développement accéléré, qu'on parle de vous comme des visionnaires, des fédérateurs, bienveillants, j'aime beaucoup ce terme-là, et vous dites, mais vous inquiétez pas, on n'en est qu'au début. Oui, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'on soit allé... C'est bien que ce soit vous qui le disiez. Oui, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'on soit allé aussi vite, j'ai l'impression qu'on vient de démarrer, et ce qui me conforte, c'est Laurent, en fait. Hein. Pour vous faire un peu d'histoire, j'ai rencontré Laurent comme responsable commercial. Je l'ai embauché parce qu'il me gênait un peu sur le terrain au début. Du coup, je me suis dit, c'est mieux quand même de travailler en équipe. Et ça a été la base du développement du groupe, c'est-à-dire travailler en équipe, ne rien faire tout seul. De toute façon, on est meilleur à plusieurs. Et puis, ce que vous avez dit tout à l'heure, toujours embaucher des gens plus forts que soi. Moi, c'était pas difficile, j'ai pas fait d'études supérieures, donc j'ai créé la boîte et j'ai commencé à démarrer avec Laurent. Aujourd'hui, avec 800 personnes, on essaye de faire travailler tout le monde. Laurent le disait, avec Transformer chez nous, où on demande à tous les gens qui ont des idées de les exprimer, de faire des équipes et de mettre en musique. Puis alors, comme je disais, l'avantage, c'est que lui, il est incapable de dormir la nuit. Il arrive le matin avec 3 idées nouvelles. Et derrière, il faut essayer de tout mettre en musique, ce qui n'est pas toujours facile. Donc finalement, une disponibilité permanente à ce qui va s'imaginer demain. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, ça fait 31 ans qu'on bosse ensemble. On a passé plus de temps tous les deux qu'avec nos épouses. J'ai vu d'ailleurs qu'on vous traite de vieux couple. Ouais, c'est vrai. Ok, merci, on vous applaudit très très Bravo. fort. Et je demande à David Humbert de venir
Voilà. Alors, il va nous rester un dernier prix à remettre, mais avant, je voudrais simplement penser au jury, parce que ce travail a été préparé en amont. Et allez, un petit merci, même un grand merci à Michel Coster de l'EM Lyon, à Olivier Marion du CNAM, à Abdelnedour Ainseba, je ne sais pas s'ils sont là, à Marc Grivel, à Laurence Fournier, à Florence Lécluse, à William Jameux, à Bertie Murat, et puis à toute l'équipe d'acteurs de l'économie qui s'est fortement investie. Je te cède la parole, cher ami. Ceux qui me connaissent le savent, je déteste le retard. Ce soir, nous sommes terriblement en retard, mais quel bonheur d'être en retard grâce à vous, à nos lauréats, mais surtout grâce à vous. Un immense merci, cher Jean-Dominique Sénard, un immense merci pour la puissance, la sincérité et la générosité de vos propos, de vos convictions, de votre foi en une entreprise et une économie qui peuvent réunir, alors que trop souvent elles fracturent et elles divisent. Votre message ce soir a été bien plus que mobilisateur. Il engage ceux qui veulent bien l'entendre. Dans le prochain numéro d'Acteurs de l'économie, je publie un long dialogue que j'ai eu avec un poète sur la place de la poésie dans la société et la civilisation contemporaine, sur le rôle qu'elle exerce dans nos constructions de femmes et d'hommes. Nous échangeons un moment sur ce qui distingue l'indignation de la colère. L'indignation est passive, contemplative. La colère est active, motrice, réparatrice, fédératrice. Ce soir, vous nous avez invités non pas à nous indigner, mais à nous mettre en colère contre les errements de ce monde. Je vous cite qu'il faut changer en profondeur. Un immense merci pour ce message. Je l'évoquais en introduction, vous dirigez le groupe Michelin en faisant honneur aux lumineux attributs, aux vertueuses propriétés de l'esprit d'entreprendre, sur lesquels justement peuvent s'accorder un spectre très large d'acteurs. Oui, il existe des principes qui transcendent, réconcilient et même solidarisent. J'en veux pour preuve l'exemple très concret auquel Laurent Berger, auquel je faisais référence tout à l'heure, fait spontanément référence dans notre dialogue. Jamais, dit-il, le site Michelin de Roanne n'aurait pu être sauvé sans la dynamique de dialogue social, la méthodologie responsabilisante et la volonté réelle d'aboutir que son président a insufflé. Alors il y a les chiffres, certes ces fameux chiffres souvent tyranniques lorsqu'on est une entreprise du CAC 40, mais qui disent tout de même beaucoup. 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 108 000 salariés, 1,7 milliard d'euros de profit. Il y a aussi peut-être le plus important et qui vous distingue singulièrement, le non chiffré et l'humain. Qu'il s'agisse d'innovation, de relocalisation, de considération de l'environnement, de management, ce que votre groupe a cherché à créer, sans toujours y parvenir bien sûr, mais ce n'est pas le plus important, est unique. Ce qu'à titre personnel vous avez impulsé au sein de ce colosse mondial à partir de 2005 et plus encore depuis 2012, ce que vous avez aussi produit dans le fameux rapport dont nous avons parlé, tout cela illustre une conception du capitalisme, du libéralisme, des relations sociales et humaines, une conception du progrès, vous nous l'avez très bien expliqué, qui ne peuvent pas faire l'unanimité bien sûr, mais qui permettent le débat, qui même peuvent réconcilier sur des valeurs communes conférées au mot travail, esprit d'entreprendre et entreprise. Voilà ce que vous nous avez dit ce soir, qui synthétise bien la révolution presque génétique à laquelle les entreprises sont convoquées et que les entrepreneurs, plus que d'autres, ont la possibilité et même le devoir de conduire. Ce soir, nous avons récompensé des entrepreneurs qui, tour à tour, révolutionnent, mobilisent, éduquent, rebondissent, partagent, enrichissent, créent, un kaléidoscope auquel, Jean-Dominique Sénard, vous donnez un seul et même visage. C'est pourquoi le jury de cette cérémonie a décidé de vous décerner un prix, non pas pour votre bilan, il est bien trop tôt, mais pour votre contribution pugnace, audacieuse, parfois même courageuse, à faire progresser le sens de l'entreprise, le sens du travail, le sens de l'esprit d'entreprendre. Et pour vous le remettre, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés celui qui représente les patrons de cette région, qui, il y a encore quelques heures, postulait à devenir le patron des patrons français et qui, peut-être, le 3 juillet, sera le président délégué. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais plus encore, qui est un entrepreneur à la tête d'une de ces ETI encore trop rares, Martin Bélézé. J'invite donc Patrick Martin à me rejoindre, mais aussi Bernard Beltante pour conclure après que Patrick et Jean-Dominique aient parlé.
je sais que le temps est compté. Je voudrais te dire, Denis, que malgré ou grâce à ton esprit subversif, tu nous fais grandir tous. Voilà. Je voudrais dire surtout à Jean-Dominique que c'est bien sûr un honneur de vous remettre ce prix, mais c'est surtout une intense émotion. Et je crois qu'on a tous besoin de beaux événements. On a besoin de belles histoires. On a vu de belles histoires. On a besoin de belles personnes. Et je me permets de vous dire que vous êtes une belle personne. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais là, pour le coup, c'est une vraie surprise. Voilà. Bon, il en faut. C'est ce qui génère de l'émotion, et pour moi, c'est très important. Je voudrais vous remercier tous de m'avoir accueilli ce soir. Je suis désolé, c'est un peu de ma faute si vous êtes en retard. Je n'ai pas vu le temps passer, et vous n'avez pas été assez sévère avec moi sur le temps. Mais il faut bien que je trouve un coupable aussi, quand même. Absolument. En tous les cas, un immense merci. J'étais aussi nature que je pouvais l'être avec vous, et j'espère que je n'ai heurté personne dans des propos que j'ai pu tenir. En tous les cas, pour le prix que vous me remettez, je voudrais simplement vous dire qu'il me touche énormément, énormément. Et en plus qu'il me soit remis par Patrick a une dimension supplémentaire pour moi. Parce que Patrick est le modèle même de l'entrepreneur qui a vraiment la foi dans ce qu'il fait. Je le connais depuis quelque temps. Nous avons fait un petit bout de chemin ensemble. Nous nous sommes retrouvés dans les couloirs de Jouy-en-Josas, dans des séances annuelles mémorables parfois, où nous nous retrouvions à la fin pour célébrer la région, l'Auvergne en particulier. J'ai des souvenirs de nous deux brandissant le bouclier de Brennus. Inutile de vous dire qu'il était très en forme ce soir-là. Enfin bon, voilà. Et donc, pour moi, c'est une joie profonde d'être à côté de Patrick aujourd'hui. Je lui souhaite un immense bonheur dans la suite. Bon vent et merci. Merci. Je vous invite à rejoindre la salle. Il me revient l'immense honneur de conclure, mais également la belle pression. Alors, je vais commencer par un proverbe turc. Le son du tambour est toujours agréable quand il est loin. Ce qui veut dire, quand mon ami Denis Lafay m'a proposé de faire une conclusion en live, je ne m'attendais pas à une soirée d'une telle densité, avec des personnes aussi riches. Et là, je vous avoue qu'en plus, on vient de me dire qu'il faut que tu sois extrêmement court. Donc, il y a tout pour réussir et essayer de vous traduire un certain nombre de choses. Et donc, à partir de là, face à cet foisonnement, face à cette richesse, c'est Jean-Dominique qui m'a donné la clé. Et je l'en remercie quand il a dit que l'entreprise était au cœur de la vie économique, sociale et politique. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est la vie avant tout. C'est ce qu'on essaie de montrer également à nos étudiants et à nos start-up. Et la vie, c'est d'abord le risque. Il n'y a pas de vie sans risque. Je dirais même qu'il n'y a pas de risque sans vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a entendu des choses qu'on entend peut-être couramment, mais il faut savoir insister dessus. C'est le changement de langage. Quand Guillaume Muyez nous dit qu'il faut savoir redonner confiance, qu'on n'est pas un entrepreneur en faillite, mais qu'on est un entrepreneur en rebond, c'est quelque chose d'extrêmement important. De la même manière, quand Jean-Dominique Sénard nous disait droit à l'erreur, non, droit à la deuxième chance. Essayons de ne plus parler de droit à l'erreur, mais de droit à la deuxième chance. Et c'est cette logique du risque qui est quelque chose qui parfois bloque beaucoup de gens, on l'a dit ce soir, et notamment avec cette vision du court terme, extrêmement court terme. Et il faut donc, Jean-Dominique, vous le disiez aussi, avoir le courage du long terme. Et le moyen de traiter ce risque, je dirais que Christian et Laurent nous ont donné un exemple en disant, si on disait à nos collaborateurs qui sont des transformateurs, rien que ça, vous les amenez au risque d'une manière différente, et vive les pizza box qui doivent être absolument fantastiques chez Visiative. Le deuxième élément pour la vie qui m'est venu à l'idée, c'est l'altérité, c'est les autres. Et ça, c'est Denis qui m'y a fait penser parce qu'il a donné un sujet de bac, de philo. L'être autre
nourrit la raison de faire. Je me dis, s'il y a quelques candidats la semaine prochaine qui tombent sur cette phrase, ça ne va pas être triste pour eux, mais c'est très puissant et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit là et je le reprends parce qu'on n'entreprend pas pour soi. Vous l'avez dit, on n'entreprend pas pour les autres, on entreprend avec bien évidemment les autres. Et Roger Blanc nous a donné un formidable exemple. J'ai fait tout ça pour permettre à un territoire de vivre. Je l'ai ouvert à l'international pour qu'on puisse s'enrichir. Quel merveilleux exemple de travailler avec les autres. Et Isabelle Guillaume nous montrer à travers sa logique d'écosystème qu'il faut partager, mixer les compétences, comprendre l'ordre et le très bel exemple du collectif en emmenant des startups et des étudiants au CES de Las Vegas. C'est quelque chose de fabuleux. La vie, c'est aussi l'inconnu. Mon grand-père disait, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, alors essaie de faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce demain, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est tout simplement la vie. Et entreprendre, pour moi, c'est transformer l'inconnu en projet. Ça, c'est une vision très, très, très personnelle. Et Véronique Rizzi nous le dit, puisqu'elle nous dit il faut que les enfants soient auteurs de leur vie. Fabuleux. Extraordinaire. On croit même nous retrouver dans les Early Makers. Soyez entrepreneurs de votre vie, soyez acteurs de votre vie. Et elle propose une solution. Elle propose une solution. Et si nous passions de la consommation à la contribution, un bon moyen de vaincre l'inconnu, d'apporter sa force et d'entreprendre. Et puis j'ai eu beaucoup d'émotions sur cette transformation de l'inconnu, pour des raisons très personnelles, en entendant Christine Janin, sur cette recherche de l'Everest, des enfants et des femmes qui ont des maladies, en cherchant leur Everest, en construisant leur Everest, eh bien, ils remplissent l'inconnu, et je crois qu'ils ont effectivement moins peur. Et il est temps de conclure, et c'est encore Christine Janin qui m'a donné l'occasion de la conclusion. Elle nous a dit que la vie était un chemin, et ça m'a fait penser à ce poème de Machado, ce poète espagnol, qui nous explique dans un très très beau poème que devant nous, il n'y a pas de chemin. Et que si on parle de chemin, il faut juste regarder derrière soi, et derrière soi, on voit un chemin. C'est celui qu'on a fait et qu'on ne refera jamais. Le chemin, il se fait en marchant. C'est ce que Machado nous dit. Et Arnaud Meunier, avec 8 acteurs qui l'emmènent au Brésil, dans des grandes villes, et avec 8 auteurs brésiliens qui viennent, qui vont nous apporter leur richesse, vous créez un chemin. C'est une preuve très concrète de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ce chemin se fait en marchant. Et puis, il faut conclure définitivement, de manière définitive. Et Jean-Dominique Senard nous disait, dans ce chemin que nous avons à construire, nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Nous allons finir broyés si nous ne réagissons pas. Il y a eu un coup de gueule, il y a eu un coup de colère. Il y a eu la défense du libéralisme apaisé, mais la volonté de se faire entendre. Je remercie de toutes les femmes et les hommes qui, ce soir, sont là pour se faire entendre et effectivement avancer dans cette société. Et ayant été longtemps étudiant, en vivant beaucoup avec des étudiants, je terminerai en disant que les discours courts font les apéros longs, et je crois que c'est ce qui nous attend. Merci Bernard, bravo. Bonne soirée à tous.